radiopirate.com. Hey, cibole, beaucoup de stock aujourd'hui. On a beaucoup de stock. On a, pour commencer, moi puis Jerry. Oui. Puis Jerry a offert un bout de boîte dans l'ouverture un peu parce qu'on n'aura pas grand place après. On a Karim Elayoubi, avec qui on a jasé sur Radio Pirate Live, avec qui on va jaser sur Radio Pirate Live, mais avec qui on a jasé sur Radio Pirate Prime aussi. Donc, et après, Joe Hamel, parce qu'on est mercredi. On est à quelques heures de lancer le week-end avec l'aubergiste un peu plus tard demain. Et le vestiaire avec une première commandite de uhclothing.com. Plus de détails un peu plus tard. Donc, vestiaire avec Dodd et également Les. Dodd et Les ont également passé dans la version Prime de Radio Pirate. Donc, si vous voulez vous abonner, allez sur radiopirate.com. Plus on est de fous, plus on rit. Jerry, t'es salué, mon ami. Comment vas-tu? Très bien. Très bien. Un petit... Mr. White est en forme aussi. Le tueur de tortues est en forme. Tiger est en forme. Madame Poubelle est en forme. Regarde, il y a du monde aujourd'hui. Il y a du monde, il y a de l'action. Parle-moi de ça. Quoi de neuf à part ça? Plein d'affaires. Il y a plein de choses. Il y a toutes sortes d'affaires. Plein de petites nouvelles drôles qui poussent. Ah, j'aime ça quand tu me fais des petites nouvelles drôles. Ta petite vision de nouvelles drôles. Ah ouais, vas-y, pose-en une. Petite nouvelle drôle comme exemple, ça c'est vraiment du niaisage, là, mais la fille qui mange 50 beignes Krispy Kreme en 25 minutes. C'est une modèle de la Nouvelle-Zélande. Attends un peu, là, Jeff. Là. Attends une minute. C'est une fille d'à peu près, d'après moi, c'est une fille de 115 livres. Là. 50 beignes en 25 minutes. Mais après, quand le 25 minutes est passé, t'as quand même 50 beignes dans le bedon, là. Ouais. Dans l'estomac. Il y a comme une genre de technique après, là. Faut qu'ils prennent de, je sais pas trop quoi, de l'eau. Il y a un genre de. Ils font quoi? Je pense qu'elle ne mangera pas de la journée. Là. On va être une journée ou une journée et demie pour être sûr. Parce qu'il ne faut pas qu'elle s'étouffe. Là. Ben non. Tu sais, ça fait une genre de pâte dans le fond, ça, là. Mais ça fait un méchant bâton dans l'estomac. Ben oui. C'est spécial. Oui. Ah bon. Écoute, moi, je suis un maniaque de beignes. J'en mange pas souvent, là, parce que on fait attention. Là. On essaie de faire attention. En vieillissant, c'est plus dur que quand on était jeune puis qu'on faisait beaucoup de choses. Mais je suis un maniaque de beignes. Mais je veux dire, après 4 ou 5, d'après moi, c'est comme n'importe quoi. Ça vient moins bon. Là. Ça vient un peu plus... ça vient, tu as l'impression de manger de la pâte un peu, puis le sucre commence à te tomber dessus aussi. Mais non, c'est écœurant, pareil. Donc, si vous voulez voir, elle est dans le journal Le Sun. Est-ce que c'est le Sun australien? Tu peux voir? Non, c'est le Sun londonien. Donc, c'est une nouvelle le fun. Une nouvelle le fun, genre de nouvelle. C'est des patentes là, qui pop à toutes les jours. Ben oui. L'autre affaire, il faut que je te parle. L'autre affaire, il faut que je te parle, c'est... Parce qu'un gars qui écrit des livres, c'est un auteur. Une fille qui écrit des livres... Moi, j'ai toujours pensé... C'est une auteure. C'est une auteure. Mais là, c'est plus ça. C'est rendu une autrice. Ouais, non, je trouve que ce mot-là, il est pas beau. C'est une autrice. C'est pas beau. C'est pas beau, c'est cave. C'est quoi tu fais dans la vie? Je suis autrice. Là, est-ce que tu vas me parler de Élise Gravel? Ben oui, Élise. Élise Gravel. Élise Gravel a fait des livres pour enfants. Puis très colorés. Non, vraiment des beaux livres. Là. Tu veux dire, quand tu vois c'est ça... des livres pour fucker les enfants. Non, elle a fait des livres pour fucker les enfants. La fin, c'est que ces livres pour enfants, le sujet de son livre, le livre s'appelle Pink, Blue and You. Le sujet du livre, c'est l'orientation sexuelle et l'identité des genres. Mais l'affaire, c'est que c'est un livre pour enfants. Ben oui. Mais là, elle est surprise. Oui. Est surprise que... Parce que c'est un livre en anglais. Son marché il est grand là, quand tu écris en anglais. Elle est surprise qu'aux États-Unis, il y a des places qui ne veulent pas l'avoir, son livre. Entre autres, si vous prenez le texte du Devoir de ce matin, ce qui dérange, c'est la position. Le Devoir a utilisé cette auteur, parce que autrice, ça se dit pas. Là. Moi, j'aurais marqué autrice dans le temps que j'étais à l'école, j'aurais eu une faute. Là. Mon prof de français secondaire 5, Martin Tremblay, qui était un crinqué, il m'aurait mis 3 points de main. Lui, il enlevait 3 points par faute. Me dire de quoi, au début de l'année, quand tu ramassais avec un premier test à moins 30,
Tu t'organisais pour faire de faute OK. parce qu'à 3 points À par 3 faute. points par c'était faute. pas Ah, non, drôle. il était raide, lui. Là, un peu, Ah non, 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 mais c'était. On l'adorait, mais c'était un malade. C'était vraiment un malade. OK. Mais c'était le gars qu'on adorait le plus parce qu'on pouvait parler canadien nordique pendant une demi-heure avant de commencer à faire du français. Mais j'aurais écrit autrice, j'aurais eu 3 points de moins. Là. Donc, c'est auteur. Et là, on se sert de Mme Gravel. Puis elle a le droit d'exister, là, pas le droit d'écrire ce qu'elle veut, là, en passant. Et on s'en sert finalement pour planter Ron DeSantis. Oui. C'est juste ça qu'on veut. Là. Dans le devoir, on se sert de... deux affaires. On se sert pour passer les histoires, là, que les enfants doivent comprendre que le sexe qu'ils ont, qui a été déterminé à la naissance, n'est pas nécessairement le sexe qu'ils ont. OK? Ça, c'est la patente. Vous pouvez aimer qui vous voulez. Même si vous êtes une petite fille puis vous aimez l'autre petite fille, elle peut devenir votre amoureuse. On répète, c'est des livres pour enfants. Là. Pour les petits. C'est des livres pour enfants. Pour les enfants, là, d'après moi, c'est des livres là, pour les enfants au primaire. Là. Exact. Donc, c'est très, 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 très bizarre. Là. Mais la vraie histoire, il y a ça. On passe le message woke habituel. Mais le vrai message, c'est pour dire que le méchant et le malade, là, c'est Ron DeSantis. C'est Ron DeSantis. Hey, Ron DeSantis, là, genre de phrase qui est utilisée à tour de bras. Et quand on parle qu'on vit dans un monde où on est dans la désinformation par-dessus la tête, quand tu dis au monde, « Hey, en Floride, Ron DeSantis veut pas qu'on dise le mot « gay ». Il a dit « Don't say gay ». Puis là, ça finit là. Tu dis « Hein? Voyons, c'est quoi cette affaire-là? » Là, il y a quelqu'un qui va dire « Ben ouais, mais c'est pas de la désinformation que je fais. C'est exactement ce qui est arrivé. » Ouais, mais il te manque de 3/4 de l'histoire. L'histoire, c'est qu'à partir de la maternelle, parce que se sont rendus compte que les madames profs passaient beaucoup de temps sur des patentes de pipi, puis de ci, puis de ça. Là. Beaucoup d'affaires avec des jeunes. Donc là, il y a des parents qui ont dit « Mais pourquoi vous parlez de ça à ma petite fille de première année? » Et là, il y a d'autres profs aussi qui étaient mal à l'aise de savoir que dans la classe d'à côté, la madame passait une demi-heure par matin à parler de sexualité avec des enfants de première et deuxième année. Ça s'est rendu en haut. Chez nous, ce genre de patente-là, personne ne dit un mot. Mais ailleurs, il y a des gens qui sont encore conscients que les enfants doivent rester des enfants, puis il ne faut pas y fucker de bonheur. Et ça s'est rendu en haut. Et là, en haut, le gars, il a dit, OK, don't say gay. Don't say gay, c'est pour contrôler l'appétit des madames profs dans les écoles primaires de vouloir mettre une puce dans la tête des enfants en première, deuxième année et troisième année. Donc, c'est maternelle, première année, deuxième année, troisième année. Tant qu'à moi, OK, Governor Jeff Fillion, si j'étais le governor, j'aurais dit maternelle, première année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année, septième année, huitième année, neuvième année. Ça, c'est Governor Jeffrey. OK? Oui. Ça, c'est moi, c'est le gouverneur. Oui. Il a été quand même modéré. Il a été jusqu'à la troisième année. C'est quand même des petits bébés, là. Ah oui, c'est tout petit, là. Curieux. Les profs sont toujours bien capables de se retenir avec des enfants de troisième année, là, quand même. Oh, non. Hey, moi, je peux te le dire. Ils n'ont pas le droit de parler de ça. Moi, fiston, là, il est prof de cinquième année et de sixième année. OK? Puis, il dit ils sont quand même encore pas mal bébés. Ouais. Tu sais, ils ont un côté, c'est sûr que ils ont un côté un petit peu coquille, c'est normal, là, c'est les plus grands de l'école, en réalité. Oui, c'est ça, ils se prennent les kings d'école. Oui, c'est les kings d'école, là, parce qu'il y a des... Ils vont se rendre compte dans un an qu'ils sortent bien, là. Dans un an, c'est secondaire 1. Oups, boum. Mais je veux dire, en ce moment, mais il dit, dans le fond... King of nothing. Il dit, dans le fond, ils ont un côté, ils ont encore un côté bébé, puis c'est normal. Ça veut dire, t'es pas adulte en cinquième année, là. Ben oui. Mais l'histoire aussi de la dame, l'autrice... L'auteur. La fois, c'est Élise Gravel. Oui, mais elle, là, c'est pas son premier livre qui a été, en parenthèse, barré aux États-Unis. Ouais, il y en avait un autre bizarre. Oui, son livre s'appelait « La tribu qui pue ». Puis, dans le livre, il y avait des images d'enfants nus. Dans le livre.
C'est très louche. Il y avait des histoires d'affaires d'enfants nus, puis ça. Puis là, aux États-Unis, dans les écoles, puis ils ont dit non, ils disent un peu, là. Les enfants sont tout nus dans le livre. Là. On va. Puis on le répète, c'est des livres faits pour des bambinos. Fait que, faut pas qu'elle soit surprise. Ils sont comme surpris de ça. Elle fait ça pour avoir ça. Tu sais, elle sait bien, là. Arrêtons. C'est quelqu'un de cette dame-là. Je la connais pas personnellement, puis j'ai pas lu ses livres, OK? Mais je peux voir, j'ai un bon sens de l'analyse. C'est quelqu'un qui cherche l'attention. C'est correct. Tu vends des livres, tu veux que les gens remarquent oui, que tu as exactement. Donc, tu as besoin d'avoir de l'attention. Puis pour avoir ton attention, elle, ce qu'elle a décidé, c'est d'être très, très extrême dans ses visions pour les enfants. OK? Elle doit être au courant qu'à part les journalistes, les mères et les pères vont dire plus souvent qu'autrement, ils vont en avoir une gang de sautés qui vont dire « Ah, c'est extraordinaire, son livre. Ah, ton livre, genre, peux-tu me signer mon livre? J'ai lu ça, puis je l'ai fait lire à mon enfant, puis j'y ai lu dans son lit avant de se coucher, puis c'est extraordinaire. » Non, des mères et des pères cinglés, il y en a plein. C'est une bonne business. Sauf que la grande majorité ne sont pas de même. Là. On va dire, toi, là, touche pas mes enfants, OK? Puis fais tes livres, fais ce que tu veux. On peut faire ce qu'on veut dans la vie. Je regarde un peu tes livres, m'a jugé, m'a regardé ça pour moi. Puis l'autre affaire, c'est sûr que si ton livre se ramasse dans une classe, c'est sûr que là, je ne vais pas te voir là. Ça, c'est le monde normal. Ça, c'est le monde normal. On est élevé de manière normale, là, dans une époque normale. Là, on est dans une époque complètement cinglée. Et il y a encore des gens qui s'accrochent à la normalité. Malheureusement, il y a de plus en plus de sautés. Plus le temps va avancer, plus il y aura des sautés. Mais il y a une genre d'obsession sur les enfants dans son cas. Oui, c'est ça. Là. Hey, l'autre histoire, il faut que je te parle. Regarde, je sais que tu en as plein de ton bord. Là. L'autre histoire, moi, il y a un mot que j'aime beaucoup en espagnol. Tu sais, je me débrouille un peu en espagnol. Là, tu sais, je me débrouille. Puis quand j'écoute de l'espagnol, ben, je comprends pas mal ce qui se dit. Là. Tu sais, mais je suis un gars qui... Je baragouine, puis je m'amuse. Mais il y a un mot que j'aime beaucoup en espagnol, moi, c'est espectacular. Espectacular. Espectacular, c'est spectaculaire. Oui. Moi, j'adore ce mot-là en espagnol. C'est espectaculaire. Tu sais. Oh yeah. La personne la plus espectaculaire que je connaisse, c'est Valérie Plante. Elle est espectaculaire. Dans le bon sens? Mais c'est incroyable pareil. Ouais, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Elle, là, en ce moment, elle veut avoir, puis j'en revenais pas quand j'ai vu ça, mais je la comprends aussi. Elle veut avoir de l'aide de Québec pour aider à revitaliser le quadrilatère dans le coin où ce que l'Archambault a fermé, c'est rue Berry, là. C'est Berry-UQAM. Ouais, il faudrait faire des affaires. Mais là, elle dit, ça, c'est ses paroles à elle. Elle dit, le coin est rendu triste. Mais, Val. On va dire Val. Là. Val. On va l'appeler Val. On va l'appeler Val. Oh, oui. On va l'appeler Val, là, parce qu'on est des... Val. Oh, oui. C'est... Val, Val, c'est ta faute, Val. Val, oui. Val, c'est ta faute. Val, c'est la faute des personnes comme toi. Il y a toi, puis il y a des personnes qui étaient là avant toi. Donc, des personnes comme toi, si le coin est rendu triste, comme tu dis, elle dit, c'est rendu triste, là, ce coin-là. Elle dit, c'est triste. Et si c'est triste, ben c'est à cause de toi. Tu as scrappé à la place. Vous avez scrappé à la place. Tu scrapes à la place. C'est la faute de ceux qu'on appelait avant, pour ne pas dire le vrai mot, on les appelait les socialistes. Les socialistes, c'est... qui sont les socialistes? Ben, c'est les gens, je le dis souvent, c'est les gens qu'on ne se souciait pas à l'école parce qu'ils ne faisaient pas de sport ben. On ne les voyait pas au centre social. Ils étaient dans un genre de local, puis soit qu'ils étaient élus président puis secrétaire de l'école, ou encore ils étaient en charge du journal étudiant. OK? Ça, c'est tout ce gang-là. Puis elle est passée par là. Je ne suis pas en train d'inventer rien. Là. Val est passée par là. Elle est passée par là. Ben oui, elle est passée par là. Puis elle disait déjà, j'étais au secondaire, puis là, je parlais de la surconsommation, puis tu sais, quand t'es...
Tu sais, moi, je suis ce que je suis. Je n'ai pas travaillé pour être ce que je suis. J'aime la liberté et j'aime les choses de droite. J'aime pas que le gouvernement s'occupe de tout. Comment c'est arrivé? J'ai-tu acheté quelque chose quelque part, m'a donné, c'est arrivé de même? Non. C'est arrivé, je suis le même. Quelqu'un qui vient au monde, puis c'est un gars, puis il aime une femme, il n'y a rien, c'est pas de sa faute, là. C'est le même. Si un gars il vient au monde, puis il aime un gars, ben c'est le même. Et quand tu es communiste, tu viens au monde communiste. Là. Ça n'arrive pas à 29 ans, boum, tu as ouvert une switch de lumière, puis boum, le communisme a apparu, là. Il était comme. Bon, est-ce qu'ils ont été élevés par des gens? Bon, ça, je ne connais pas ses parents, mais elle a dit au secondaire, j'étais déjà de même. Mais ça, il y en a plein. Pendant que nous autres, on s'amusait, on jouait au flag football, on jouait au hockey, on jouait au cossum, on jouait un paquet d'affaires, on jouait au vrai hockey, on jouait même de temps en temps au volleyball, on jouait au basket, on faisait tous les sports. Pendant qu'on était en train de former notre personne, on jouait tous les sports qui avaient d'inimaginable à Polyvalente le midi. Toutes les ligues, la crosse, la ci, la ça. Et en plus, on jouait dans le civil. On était dans le sport scolaire le midi, après l'école à 3h15. C'est ça. Puis, de temps en temps, on faisait de la radio étudiante. Dans mon cas, on écoutait un album de Van Halen en cassette quelque part dans un char de quelqu'un en secondaire 4 qui était venu à l'école avec son char. On prenait une bière. On avait une vie normale. Pas eux autres. Eux autres n'étaient pas à la même place. Eux autres, ils étaient déjà en train de rêver à un autre monde que dans le monde dans lequel ils étaient. Ils n'étaient pas bien dans le monde dans lequel on était. Et là, nous autres, pendant ce temps-là, on les a laissés aller, puis là, eux autres, ils ont pris toute la place. Et ce qu'on a en ce moment, c'est leur monde. Voilà. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Valérie, c'est ton monde à toi. C'est ton monde. C'est le monde que tu voulais. Ils ont tout fait. Depuis qu'on est. Regarde, moi, j'ai 55 ans, là. Je suis à la radio et je dénonce ça depuis 25 ans que je fais ça. Je fais dans la radio depuis 84, mais je fais de la radio parler depuis 1996. Et c'est ça que je dénonce. Puis je disais, en 96, j'utilisais déjà le mot communiste, tout le monde partait à rire. Mais c'est ça qu'ils sont. Et c'est leur monde, eux autres. Puis je vais finir avec ça. La preuve, tu sais, regardez tous les... On va rester ici, là. OK, on va rester ici. Le Québec, c'est l'État le plus communiste au Canada. Regardez comment ça va. Ça va pas bien, là. Il n'y a rien qui marche. Regardez tous les États socialistes aux États-Unis. Il n'y en a pas un qui va bien. Ils perdent du monde, les gens déménagent ailleurs, tout s'écroule. L'État de New York, l'Illinois, le Connecticut, la Californie, l'Oregon. Regarde, en voulez-vous? Il y en a, là. La Californie, là, ça, c'est, on dit, le Québec et la Californie, on est en même place. On est green, on est socialiste, on est... La seule différence qu'on a oublié de dire, c'est que depuis longtemps, la Californie était très riche. C'est ça. Il y avait de l'avance, là. Les autres, ils avaient de l'avance, là. Il y avait de l'argent. Nous autres, on était pauvres. On était pauvres dans le nord, il fait fret. Eux autres, il fait beau, les palmiers, la mer. Ils sont riches. Ils pouvaient s'amuser un peu et commencer à jouer avec les bobettes et tout, là. Mais eux autres, on n'avait pas le moyen de faire ça. Nous, on est comme la Californie. Mais la Californie, là, as-tu appris hier que le boss de McDo a dit que si ça continue en Californie, il ferme tous les McDo? À la peu, là. C'est pas un cowboy, là. Le gars, il dit, Californie, c'est un marché spécial, là. Puis il dit, il y en a un en Virginie qui essaye de faire la même chose, mais il dit, en Californie, il dit, je peux vous annoncer une chose. Les règles socialistes qu'on est en train de faire, si jamais ça passe, nous, on s'en va. Capoté, là. C'est le bas de la marde, là. Ils vont être obligés, le fast-food vont être obligés de payer leurs employés 22$ de l'heure US. Plus toute la patente de ci, la patente de ça. C'est des jobs d'étudiantes. Mais ils ont passé des lois. Et là, ils disent, mais d'autres, parce qu'on est en compétition dans la bouffe contre d'autres, là. Pas juste du fast-food. Donc, ils disent, nous autres, on ne peut pas offrir, si, mettons, est en train de vivre. Dans Californie, là, le trio Big Mac, c'est le plus cher, un des plus chers aux États en ce moment. Parce que la Californie coûte très cher. Dans tout. Donc, il dit, là, on va être obligé de rajouter 25% au prix actuel. Donc, ça veut dire que ça aux alentours de 12-13$ plus taxes pour un trio Big Mac. Il dit, on est plus concurrentiel, il n'y a plus de profit à faire, il n'y a plus de business à faire, on va s'en aller. Parce qu'on ne peut pas brasser de l'argent, juste brasser de l'argent pour en perdre. Et là, je suis sur un site ici, je ne sais pas si le site il est à date, mais ils disent que aux États-Unis,
il y a 13 000, à peu près 13 300 McDonald's. Et OK. il y en a 1186 en Californie. Ben, les 1000 fermeraient, là. Ben là, même. Mettons, OK, là, ça veut dire que là, je suis maire de. C'est 8-9 des McDo. Je suis maire de Los Angeles. Ah, je viens d'apprendre que le boss de McDo dit ben là, si vous continuez à aller dans cette direction-là, très, très communiste, nous autres, on ferme parce qu'il n'y a plus moyen d'opérer une business ici. Hein? Puis, n'oubliez pas qu'il y a des pharmacies, il y a des magasins qui ont fermé. Le boss de Walmart a dit, il y a quoi, 1 mois, 2 mois. Ouais, on va fermer des Walmart dans des coins, entre guillemets, trop socialistes où maintenant on n'empêche plus les gens de voler à l'étalage. Ça aussi, là, c'est californien, ça. Oublie pas, là. Quand les gens rentrent dans une pharmacie, Voilà. mettons, Jean Coutu, là-bas, là, à San Francisco, ils peuvent sortir avec 100 piastres de stock dans leurs mains sans payer. Là. Tu t'appelles la police puis ils viennent pas. Là. Ils viennent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, dans ces quartiers-là, les grandes chaînes comme Walgreens ou CVS, ils ont fermé des pharmacies. Là. Ils disent, on s'en va de là. Ben, Montréal, c'est ça, là. Montréal, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus à part que on vous l'avait dit, mais personne ne nous croyait. Ah, Jeff raconte des histoires. Il exagère. Jeff, il broute des patentes. Jeff, il est chialeux. Jeff, ici, Jeff. Non. Ils viennent manger vos affaires graduellement. Ils mangent votre lunch tranquillement, jusqu'au temps qu'il ne reste plus rien. Et c'est ça qu'on a en ce moment. Donc, c'est plate, mais c'est ça. Donc, voilà. Hey, Joe Hamel est avec nous autres, pas dans le prochain bloc, mais l'autre. Dans le prochain bloc, c'est Karim Elayoubi qui est avec nous sur Radio Pirate Live. Et on va finir ça avec le vestiaire. On vient. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Retour sur Radio Pirate Live. Karim Elayoubi du Parti conservateur du Québec qui ont eu un gros week-end, puis ils ont fait de grosses annonces, entre autres, sur le système de santé. Éric Duhem a dit le système de santé est malade et il nous faut un remède. Et c'est le docteur Elayoubi qui, bien sûr, en charge de tout le côté santé, qui est le gros sujet, puis qui va être encore le sujet, pour l'impression, des années à venir au Québec. Mais juste avant, Karim, juste nous rappeler exactement ton nouveau rôle. Je pense que ton rôle est plus grand que jamais dans le Parti conservateur. Parle-nous un peu de cette nouvelle structure que vous avez pensée avant qu'on parle de la santé en tant que telle. Oui, ben salut Jeff. Merci pour l'invitation encore. Ça me fait grand plaisir d'être là. Mais salut Jerry, salut Mr. White. Oui, écoute, on est sorti pour... juste avant d'en parler, là, comme tu dis, mon nouveau rôle, c'est directeur de la commission politique. C'est-à-dire je m'occupe encore de la santé. C'est encore moi qui pilote la santé, mais je suis entouré d'autres individus également en santé. On recrute donc, je suis encore le leader là, du comité santé qu'on est en train d'en reformer. Un nouveau, là, on veut en former un plus gros pour avoir des propositions qui sont encore plus étudiées que la dernière fois. Mais Éric, il m'a nommé le directeur de la commission politique. C'est quoi ça, la commission politique? C'est-à-dire, bon, t'as la façon que ça fonctionne, la hiérarchie dans le parti, ben, tu as le congrès qui est souverain. Là, c'est pas, les gens pensent que c'est le chef qui est souverain, qui fait tout ce qu'il veut. Non, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est que le chef à chaque congrès doit se soumettre à un vote de confiance du Congrès, c'est-à-dire des membres, puis les propositions on amène sont votées par les membres. Donc, tout part des membres. Après ça, c'est le chef. Le chef, lui, peut nommer différents individus au sein du bureau exécutif national, donc dont, par exemple, directeur exécutif qui s'occupe plus de l'organisation, directeur également de l'organisation des événements. Ça, c'est Olivier Dumais qui a été nommé de Beauce-Nord, que tu connais probablement. Et directeur de la commission politique, ben, c'est moi. La commission politique, qu'est-ce que ça fait en réalité? C'est que les grands axes sont amenés par le chef, c'est-à-dire les grandes tendances du parti. Puis le directeur de la commission politique, lui, il faut qu'il coordonne ça et qui fasse en sorte qu'au prochain congrès, à la prochaine élection, ultimement, qui développe les idées. C'est-à-dire, mon rôle, c'est de recruter des gens, des experts dans différents milieux, que ce soit en environnement, en énergie, en santé, en éducation, former la commission et former des comités
pour accoucher finalement au Congrès des propositions. Donc, si les idées sont tout croches, ben c'est sur moi qu'il faut taper ultimement. OK. Donc, on voit que le parti s'est donné une structure là, pour, comme il disait, devenir plus professionnel puis plus organisé que jamais. Tombons dans la santé, Karem, beaucoup de choses on en jase énormément de santé encore. Ce matin, il y a des histoires sur... on compare l'opération de Cole Caulfield, qui, lui, va aller au Colorado, mais qui aurait pu prendre un médecin spécialiste dans le privé, puis qui aurait pu avoir cette opération-là pour quelques milliers de dollars. Je pense que c'est aux alentours de 15 000. Puis on voyait le nombre je dirais, d'opérations qui sont faites par les gens qui arrangent là, toutes ces affaires-là, les hanches, les genoux, les épaules et tout ce que tu veux, parce que c'est la liste la plus longue, et vu que ce sont des gens qui... leur vie n'est pas en danger. C'est les gens qu'on met le plus sur la ligne d'attente. Puis ces gens-là, finalement, ne sont pas opérés. Donc, si vous êtes un jeune qui a une opération à avoir à l'épaule, comme celle de Cole Caulfield, et que vous êtes au Québec, ça se peut que ce jeune-là ne joue pas au hockey pendant 1 an et demi, peut-être même 2 ans, à moins qu'il décide de payer dans le privé pour dire, écoutez, là, j'ai besoin de cette opération-là. Et au Québec, je pense que c'est aux alentours de 20-24 000 pour l'opération. C'est cher, mais pour des jeunes ou pour des gens qui en ont besoin, soit pour leur travail, ils n'ont pas le choix parce que l'industrie ne le fait pas. Et le nombre, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le nombre d'opérations qu'un médecin à Montréal fait dans le privé versus ce qu'il fait dans le public. Puis je vais essayer je suis en train de fouiller le texte en question. Je pense que j'ai un nombre ici. Donc, c'est des opérations à la hanche. Il en fait 1200 en 2022 au coût de 24 000 $. Et s'il était au privé, pas au privé, au public, il n'en ferait quasiment pas. Et ça me rappelle mon voisin, mon chum Yves, qui malheureusement, à mon âge, 55-56 ans, qui lui aussi fait des hanches et des genoux, va prendre sa retraite prochainement parce qu'il dit « Je n'opère pas. Ça veut dire que je suis cédulé pour opérer, mais j'ai jamais de personnel pour opérer. J'ai énormément de frustration. Il n'y a rien qui fonctionne. » Comment on fait pour régler tous ces problèmes-là, à commencer de celui qu'on vient de parler? Excellente intro, Jeff. Écoute, c'est sûr, tout ce que tu dis est vrai là, dans le sens que c'est sûr que pourquoi il y a tant de pays sur la planète qui ont décidé, en passant là, des pays de gauche, là, des pays très, très sociaux-démocrates, qui ont décidé d'incorporer quand même de façon assez significative le privé en santé. C'est pas parce que c'est des gens qui, anthropologiquement parlant, ont une grande admiration pour le privé. C'est pas ça. C'est qu'ils se sont rendus compte ils sont pragmatiques, puis ils se sont dit, même si on est de gauche, on peut quand même être pragmatique et se dire, oui, notre système est en train de s'effondrer, il y a un vieillissement de la population, il faut aller vers des mesures qui sont plus efficientes, qui sont plus efficaces. Pourquoi dans le privé, souvent ça va être plus efficace, ça va être plus efficient? Pas toujours, mais pourquoi là, la plupart du temps? C'est parce que les gestionnaires sont imputables. On s'entend, quand tu es dans une entreprise privée, souvent il y a moins de gestionnaires. Il y en a qui vont me dire des multinationales, il y a beaucoup de gestionnaires. Non, je ne parle pas de ça, là. Donc, souvent, il va y avoir moins de gestionnaires et ils vont être imputables et ils sont sur une chaise éjectable. Juste ça, en partant, ça fait une bonne différence, on s'entend. C'est pas que les êtres humains sont meilleurs d'un côté ou sont meilleurs de l'autre. Souvent, ça peut être les mêmes là, qui transfèrent d'une place à l'autre. Mais l'imputabilité et le fait d'être sur une chaise éjectable, ça change quand même beaucoup la dynamique de gestion, on s'entend. Et aussi, tu as une volonté de faire du profit. Donc, avec la volonté de faire du profit, tu veux rentabiliser les choses. Et là, le rôle de l'État, il est où? Puis le rôle des autres professionnels est où? C'est pour être sûr que ce ne soit pas fait de façon tout croche puis que les soins soient bons. Mais ça, on a déjà une mécanique pour ça là, au Québec. Là. On n'a pas à s'inquiéter de ça. Les autres professionnels sont quand même très rigoureux. Même des fois, ils vont quand même loin. Donc, les patients vont être protégés. Là, que tu sois un médecin ou une infirmière au privé ou au public, faut que tu fasses face à ton autre professionnel si tu fais du malpractice, on s'entend. Donc, inquiétez-vous pas avec ça, on n'est pas là du tout. Et les solutions que nous, on a amenées, faut s'entendre, il y a des gens qui m'écrivent des fois, là, puis qui me disent « vous avez oublié tel point, tel point ». Le but, c'était pas d'être exhaustif puis de faire une nouvelle plateforme 2.0. Là. Ça va aller au congrès puis ça va aller ultimement dans 4 ans. Mais c'était de sortir rapidement avec ce qui est un peu chaud dans l'actualité parce que
ce que la CAQ avait proposé, c'est comme une nouvelle structure. Donc, nous, on s'est dit, ben non, on va renchérir, là, on va dire, on va présenter des solutions qui sont quand même plus concrètes que ça. Puis quand on regarde les 6 solutions qu'on a présentées, moi, Pierrick, sur la colline parlementaire, c'est la première, là, elle est, là, on parle même pas de privé, là. La première, on parle de quelque chose là, qui peut être fait très rapidement, c'est d'élargir l'étendue des ordonnances collectives au sein des urgences et de la première ligne de façon générale. C'est quoi les ordonnances collectives? Ben, c'est-à-dire donner la possibilité à des infirmières qui ne sont pas des super infirmières, pas des praticiennes spécialisées, parce que celles-ci sont autonomes, mais à d'autres infirmières, pour des cas qui sont relativement simples, comme par exemple une otite, une pharyngite, une exacerbation aiguë de mpox, c'est-à-dire une bronchite, à la limite, là, une pneumonie non compliquée. On peut discuter. Une sinusite. Là, souvent, on va avoir une grippe, on l'étire, elle devient une sinusite. On a besoin d'avoir des antibiotiques parce qu'on sait que c'est ça. Exact. Mais la différence avec ça, c'est que disons que toi, Jeff, tu t'en vas à l'urgence, OK? Parce que tu n'as pas de médecin de famille, tout ça. Puis, disons que tu vas à l'urgence. Puis là, tu as mal à la gorge, tu ouvres ta bouche, on voit c'est rouge dans ta gorge, il y a des sécrétions. L'infirmière peut très bien suivre son ordonnance collective qui est basée sur les recommandations de l'INES, en passant, qui sont très bien détaillées pour le diagnostic et le traitement. Et au lieu de remplir la feuille de triage, de la donner au médecin, puis le médecin fait juste corroborer le diagnostic, puis le patient a attendu 12 heures, ben, après 15 minutes dans la salle de triage, au lieu de remplir la feuille du médecin, une feuille puis la donner au médecin, elle te donne ta prescription, tu t'en vas à la pharmacie 15 minutes au lieu de 12 heures. Tu sais, c'est quelque chose de quand même très concret. Et pourquoi on le mentionne, c'est que tout ça existe déjà au Québec, mais dans des endroits où est-ce qu'il y a moins de population, où est-ce qu'on c'est peu peuplé, comme dans le Grand Nord. Dans le Grand Nord, les infirmières font beaucoup, beaucoup plus de choses qu'en ville. C'est pas qu'ils sont plus compétents, c'est que comme il n'y a pas de médecin, ben ils sont obligés. Donc, on pourrait faire ça et et ça, c'est pas une charge supplémentaire de travail nécessairement. Ça serait pas nécessairement plus long de faire ça, parce que je t'ai expliqué comment ça fonctionne. Donner une feuille de triage au médecin versus donner la prescription au patient. Il y a des infirmières qui sont tout à fait qualifiées pour le faire. Donc ça, je te dirais, ça c'est notre première proposition. L'autre proposition, c'est de mieux utiliser les pharmacies. Parce que qu'est-ce qui se passe? J'avais parlé à quand même beaucoup là, durant la campagne à des gens de pharmacie, dont des gens de l'Association des pharmaciens propriétaires du Québec et des gens de l'ordre aussi. Le problème en pharmacie, c'est pas que la profession n'est pas décloisonnée. Les pharmaciens, à travers les lois 31 et 41, peuvent aller quand même assez loin pour désengorger la première ligne. Mais il y a 2 problèmes. L'incitatif n'est pas là. Premièrement, c'est que leur conseil n'est pas rémunéré. À titre individuel. Donc là, tu leur donnes pas l'incitatif, c'est suffisant. Et deuxièmement, donc nous, on voudrait rémunérer le conseil du pharmacien. Ça ne fera pas exploser les coûts du système. Parce que si tu es traité par le pharmacien, à travers les lois 31 et 41, des choses que son ordre professionnel reconnaît qu'il a les compétences de faire, ben, tu iras pas voir un médecin après. Donc, à partir de ce moment-là, tu risques même potentiellement de faire sauver des coûts au système parce que son honoraire va peut-être être un peu moins élevé que celui du médecin ou du moins de faire ça à coût neutre. Ça, c'est l'autre proposition. Mais aussi, il faut décharger les pharmaciens parce que là, au Québec, il n'y a presque pas d'assistante technique en pharmacie de niveau collégial pour décharger le pharmacien de certaines tâches, de plusieurs tâches cléricales. Donc ça, il faut en former au PC très rapidement et ça peut contribuer à désengorger la première ligne. L'autre affaire, là, on s'est fait un peu plus étatique. Il y a des gens qui n'aimeront pas ça, mais des fois, ça prend des traitements chocs. C'est que on s'est dit qu'il faut mettre fin au temps supplémentaire obligatoire et le faire de 2 façons. Ça, on l'avait déjà proposé de le faire par des méthodes structurelles en décentralisant le réseau de la santé, donnant la possibilité aux infirmières de faire leur horaire localement et également que les gestionnaires qui prennent les décisions non seulement sont imputables, mais ils sont sur place. Donc ça peut aider par la bande à mettre fin au TSO, mais le problème, c'est que le TSO, il est tellement implanté de façon structurelle dans l'organisation au Québec que je crains que si tu ne mets pas un échéancier, si le ministre ne met pas un échéancier puis dit, regardez, là, les gestionnaires, on va vous donner la mécanique pour le faire, on va vous aider dans tout ça, mais à partir d'ici 18 à 24 mois, il faut que ce soit terminé. Et à chaque trimestre, il faut diminuer graduellement le nombre d'heures autorisées. Oui, parce que si on le fait là, Karim, si on le fait là, on va se ramasser avec des chiffres qui n'aura pas de monde. Exactement. Non, exactement. C'est en plein ça. Mais à un moment donné, il faut l'arrêter parce que quand tu parles aux infirmières,
la première chose qu'ils te disent souvent, oui, tout le monde aimerait ça avoir un meilleur salaire, mais c'est même pas ça qui est le nerf de la guerre pour elle à l'heure actuelle. C'est vraiment parce que le temps supplémentaire obligatoire, ce qu'il faut comprendre, Jeff, c'est que, mettons que tu es supposé de finir à 4 heures. C'est pas que tu es sur le qui-vive, OK? Donc, tu sais pas, on peut te le dire à n'importe quel moment. C'est pas volontaire. Et c'est pas que tu vas finir à 6 heures, 6h30, c'est que tu vas finir à minuit. Tu sais, on s'entend que... non, c'est pas humain. C'est pas humain. Quand tu es rendu, tu sais, la profession de soins infirmiers, c'est pas un sacerdoce que tu fais non plus, là, de vouer toute ta vie. Non. Écoute, moi, je suis ouvert. Puis je pense que j'ai parlé avec des gens qui le sont. Les autres sont ouverts. Dans le temps supplémentaire, sont ouverts à faire plus de jours. Tu sais, dans le sens que, mettons, ils ont un horaire, ils travaillaient 4 jours semaine ou une semaine 4 jours, l'autre semaine 3 jours. Ils sont prêts à faire un chiffre de 12 heures, ce que d'autres provinces font. Donc, des chiffres plus longs. Ils sont même prêts à faire une journée de plus que la semaine habituelle de temps en temps. Mais 2 chiffres back-to-back, c'est carrément inhumain. Mais il y a une ouverture parce que, entre autres, les chiffres de 12 heures, je pense que c'est même pratiqué au Québec dans certains hôpitaux anglophones. Ce qu'on n'a pas du côté francophone. Encore là, ça prend une flexibilité des syndicats et tout, là. Exact. Et là tu as mis le doigt ici. C'est que les chiffres de 12 heures, c'est un peu... Là, ça va être aux infirmiers, aux infirmières de s'arranger entre eux, entre elles, à savoir est-ce qu'ils veulent faire des 12 heures plus comme ils font en Ontario. Je pense que ça leur appartient. Mais il faut à un moment donné qu'il y ait un échéancier qui soit mis puis graduellement, on mette fin à ça parce que tu as beaucoup d'infirmières qui quittent le réseau en raison de ça. Et tu en as beaucoup qui seraient intéressés à revenir dans le réseau. Moi, je suis pas dans le genre à dire on va abolir les agences privées. Les agences privées ne sont que l'inéluctable résultat d'un système que l'employeur est un employeur tout croche et mauvais. Voilà. Je veux dire, c'est ça. Donc, de dire que tu vas passer une loi pour interdire les agences privées, mais ce n'est pas de régler le problème à la cause. C'est comme si tu as une hémorragie, là, puis c'est une artère qui saigne, et tu te dis, tu es un médecin là, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de formation continue, disons, là, puis on va mettre un plaster là-dessus. Ben, je vais te dire une affaire, là, ça va gonfler en dessous, puis ça va exploser à un moment donné. Il faut traiter le problème à la cause. Donc, nous, c'est pour ça, et on est super ouvert à de quelle mécanique on va l'utiliser. C'est-tu plus 18 mois, c'est-tu plus 24 mois, peu importe. On est ouvert aux idées, mais faut mettre fin à cette entité-là. L'autre point, c'est... Karim, juste un petit mot. Juste en revenir rapidement par rapport aux pharmaciens. T'sais, pendant la période COVID, puisqu'on parle d'actes médicaux, puis ça que là, tu disais, oui, mais les pharmaciens sont pas... ils n'ont pas d'argent pour ça, en fin de compte. Présentement, ils n'en ont pas pour ça, mais pour le vaccin, ils n'ont eu. Donc, la priorité du gouvernement, là, pendant le temps de la vaccination, le gouvernement voulait que les pharmaciens embarquent. Donc, ils les ont payés. Mais pourquoi là, tu veux? Pour les vaccins, ils sont prêts à payer, mais pour les actes médicaux normaux, ils ne sont pas prêts à payer. C'est le bout-là qui est... c'est super de mon point, Jerry. Il faut rappeler que ça coûtait moins cher vacciner en pharmacie que vacciner au stade olympique. Là. Rappelons-nous de ça quand même. Donc, il y avait vraiment un intérêt à utiliser les pharmacies. Quand tu fais faire des sondages à la population, quel est le professionnel de la santé dont ils sont le plus satisfaits? C'est pas nous les médecins, là, on s'entend. Je pense qu'on fait une bonne job au Québec quand même. Là. Je fais pas du médico-masochisme. C'est pas le point du tout. Mais souvent, ça revient dans les sondages chez le pharmacien. Pourquoi? C'est son accessibilité. Mais posez-vous la question encore une fois. C'est l'accessibilité. Comment ça se fait qu'ils sont accessibles? Nationalisez-moi les bannières de pharmacie au Québec. Vous allez vous rendre compte. Ça va être le même problème. Ça va faire la file jusque 2 rues plus loin pour rentrer, là, probablement. Oui, exact. Donc, c'est ça. Puis l'autre point, c'était d'augmenter les ententes avec des multiples cliniques privées qui existent déjà pour des chirurgies qui vont au-delà de la chirurgie du genou, de la hanche, de la cataracte. Et aussi, ça pourrait être intéressant en période de virus respiratoire de faire en sorte qu'on n'oblige pas ces cliniques-là à le faire. C'est leur argent, c'est des cliniques privées. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Mais d'avoir des ententes pour faire en sorte que la carte d'assurance maladie passe à ces endroits-là en période de crise. L'autre point, et ça, c'est le point qui m'intéresse le plus là, ici, c'est de confier la gestion des hôpitaux à des firmes privées internationales de gestion. Pourquoi? Ça a dérangé les gens. Ça a dérangé du monde. Là. Ça a dérangé du monde.
que ça dérange le monde. Ben là, je Des reçois encore des étrangers, messages. des étrangers. Le mot étranger. Les Américains, les Européens. Mais voyons non. Les Cleveland Clinic de ce monde, toutes ces grandes compagnies qu'on voit en bourse, c'est ça, c'est ça leur job. Les gens n'ont pas conscience. Est-ce qu'on laisserait le gouvernement du Québec créer un téléphone pour remplacer votre iPhone? Non. Vous avez un iPhone qui est fait qui a été conçu par des Américains et qui a été bâti par des Chinois, puis toutes sortes d'intervenants dans le milieu qui viennent de plein de pays dans le monde, mais il n'y a pas grand-chose qui vient de chez nous, et vous l'avez, vous êtes bien content. Mais quand ça arrive, ces soins de santé, quand tu lui dis, il y a des gestionnaires et des compagnies qui sont spécialisés là-dedans, qui sont sacrément meilleurs que le gouvernement pour opérer un hôpital, je ne sais pas c'est quoi ce côté religieux-là qui fait peur aux Québécois, mais c'est incroyable. Ah, la peur de l'étranger. Et j'explique encore une fois, là, c'est-à-dire, pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas l'expertise à l'heure actuelle au Québec. Moi, j'en connais pas là, des compagnies spécialisées là-dedans au Québec qui rivalisent avec, comme tu dis, les Cleveland Clinic ou en Europe, les Capio, les Ramsay. J'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Et à partir de ce moment-là, ça veut pas dire, on donnera pas un contrat de 100 ans comme certains l'ont fait avec McKenzie. Là, c'est pas ça la question. Puis, inquiétez-vous pas. Là. Moi, je reçois du message avec McKenzie. McKenzie ne sera jamais intéressé à postuler pour gérer Maisonneuve-Rosemont. Là. Oubliez ça. On n'est pas là pantoute. C'est des compagnies qui sont spécialisées en la matière. Et l'intérêt de ça, c'est qu'à un moment donné, c'est sûr que si tu es fait venir, puis eux, ils nous font part de leur expertise, comme en Europe, par exemple, tu peux avoir en Allemagne une compagnie suédoise ou en Suède une compagnie française qui va gérer un hôpital. Les Européens sont très ouverts là-dessus. Et donc, nous, ça peut, que ce soit une compagnie américaine, que ce soit une suédoise, une compagnie danoise, une compagnie allemande, on s'en fout, là. On veut que l'hôpital soit géré. Et inquiétez-vous pas, là, ça va parler français dans l'hôpital, ceux qui sont inquiets de ça. Bon. Et après ça, ça peut faire en sorte que tu as une expertise qui se crée au Québec parce que tu vas avoir des jeunes gestionnaires québécois qui vont œuvrer puis qui vont voir la façon de gérer de ces compagnies ultra spécialisées-là. Et à partir de ça, tu peux avoir des Québécois qui décident de se partir une start-up et dire, ben nous, on voudrait avoir notre compagnie de gestion. Voilà, c'est exactement ce qui va arriver. Bon, c'est exactement ce qui va arriver. Ben oui. Est-ce que les Québécois sont là-dessus? L'histoire de McKenzie, moi aussi, je l'ai entendu, là. Je pense qu'ils ne comprennent pas. Là. McKenzie, c'est des faiseux. Là. C'est des gens un peu comme des firmes comme au Québec national, des patentes de même, des gens de gestion de crise, puis des pousseux de PDF avec des stratégies, puis des ci, puis des ça. Là, c'est pas de ça qu'on parle. Là. Puis on parle de gens spécialisés depuis pas des années. Les autres, ils opèrent des vraies affaires. Là. Ils opèrent du monde. Avec des médecins, des salles d'opération, des ambulances qui rentrent, il y a des concierges qui nettoient les chambres. On parle de vrais gestionnaires, pas des gens qui sont en train de vous envoyer un email pour vous dire comment présenter telle affaire puis comment faire ça. C'est des faiseux. Ça, c'est pas pareil. Ça, McKenzie, puis toutes ces firmes-là, c'est des faiseux. Mais ça, là, c'est des opérateurs d'hôpitaux. C'est pas pareil du tout, là. Ah non, on est à des années-lumière. Ces compagnies-là, leur rôle, c'est pas de donner des conseils au gouvernement en matière de communication pour telle gestion de crise. Ils sont pas là pantoute, là. Eux, en réalité, là, le gouvernement, le ministre, il est même pas supposé de connaître là, le nom là, des gestionnaires qui sont là. Il va connaître celui avec qui il va négocier. Puis le ministre est même plus, une fois là, que les choses sont mises en place, que les règlements ont été balisés par le gouvernement, que les ententes sont signées, le ministre n'est même plus supposé de s'occuper de ça. Pendant tout, ils sont supposés de pas bien communiquer ensemble. C'est ça l'objectif. Puis le rôle de l'État, ben encore une fois, c'est les grands axes, puis s'assurer que tout le monde soit soigné, tout le monde soit assuré. Et ce qu'il faut faire avec ça, c'est pas donner carte blanche à ces firmes internationales-là, c'est de mesurer leur impact. Tu mets des facteurs de mesure, c'est-à-dire, quand tu regardes un peu Capio en Suède, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des facteurs de mesure par rapport à l'hôpital qu'ils gèrent à Stockholm et ils comparaient aux hôpitaux publics. C'est-à-dire que, et parmi les facteurs de mesure, oui, tu as délai des attentes dans les urgences, délai des attentes pour voir un spécialiste, combien ça te coûte. Eux, ça leur coûte 10% moins cher, sont financés 10% moins que la moyenne des hôpitaux publics à Stockholm. Donc, c'est quand même assez intéressant. Tu vois qu'il y a une efficience dans le processus. Et également, quelque chose qui est assez important, ils mesurent la satisfaction des patients.
chose que dans le public, on a moins tendance à faire. Mais ça, c'est une mesure. Et là, quand tu compares, c'est sûr que si tu as des délais d'attente qui sont moins longs, mais tu te rends compte que quand tu mesures avec des échelles spécialisées à cet effet-là, la satisfaction des patients, puis là, tu te dis, les patients sont pas satisfaits, ils attendent pas longtemps, mais ils sont pas satisfaits. Là, tu peux te questionner sur les soins, puis tu peux intervenir, puis dire qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas ce qui s'est passé du tout ensuite. Donc, faut mesurer. C'est pas juste on donne ça, puis finalement, on s'en mêle pas. On mesure, et c'est la meilleure façon d'arriver à une décentralisation, parce que ces entreprises-là vont être en mesure de nous montrer une mécanique efficiente de décentralisation, selon moi. Puis il y avait un dernier point que je voulais amener, mais ça, c'est à plus long terme. C'est comment tu veux faire pour désengorger le réseau de la santé puis inciter des investisseurs locaux, étrangers, à investir leur capital financier et intelligent dans le réseau de la santé pour augmenter l'offre overall. Bien, on se rend compte un peu à l'international, tu ne peux pas avoir un assureur monopolistique parce que les gens sont très peu intéressés d'investir à ce moment-là. Il faut que tu donnes la possibilité aux gens d'avoir ce qu'on appelle l'assurance duplicative. On s'entend que tout le monde est assuré. Mais toi, Jeff, tu pourrais choisir une assurance privée ou l'assurance de l'État. Tu peux choisir l'un ou l'autre. Et ça te donne une perspective d'étendre ton réseau de la santé. Mais ça veut dire, Karim, on a déjà jasé, ça veut dire que quand je paie mes impôts, parce qu'il y a un paquet de choses qu'il va falloir savoir là-dedans. Là. Quand on va comparer l'hôpital public et l'hôpital privé, il va falloir savoir combien l'hôpital public coûte. Là, on ne sait même pas le nombre d'employés. On ne sait pas les vraies attentes dans les urgences. On nous dit qu'on va le savoir bientôt. On ne sait pas combien ça coûte pour vrai. Des fois, on est capable de charger un étranger qui vient. Mais est-ce que c'est le vrai prix? Parce qu'on n'a pas tout chargé ce qu'on appelle l'overhead, l'administration, le ministère, le ci, le ça. Donc, on n'a pas vraiment d'idée. Puis, dans les assurances, moi, il faut que je sache par mois, pour ma famille, dans nos impôts, ma blonde puis moi, on fait le même rapport d'impôts. Je dois savoir, dans mes impôts, combien je paie pour le système de santé. Donc, si on me dit, sur tes impôts, toi, tu as payé, mettons, 7 900 $ pour ta famille, ou 15 000 ou 12 000, puis c'est le montant pour tout le monde en passant. Là, ça ne devrait pas être géré en fonction des salaires. Ça devrait être en fonction de ton risque avec encore ton poids, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fumes, tu ne fumes pas, etc. Puis à partir de là, s'il y a une compagnie étrangère ou encore locale qui veut me faire une offre d'assurance santé, il faut que je sois capable de comparer les deux pour prendre ma décision. Oui, au niveau des options qu'elle va me donner, au niveau luxe et ces choses-là, mais surtout au niveau du prix aussi. Ah oui, il faut absolument. Et il faut que ton crédit d'impôt, c'est-à-dire que la portion que tu paies pour la RAMQ, autrement dit, là, la portion d'impôt que tu paies en santé, toi et l'ensemble de ta famille, parce que ça serait probablement, là, c'est souvent des assurances familiales, il faut qu'on te le déduise d'impôt. Naturellement, il faut connaître ce chiffre-là. Ce chiffre-là, à l'heure actuelle, combien un particulier, combien tu vas sortir de ta poche en impôt pour le système de santé, oui, c'est faisable. C'est tout à fait, on peut le savoir. En tout cas, moi c'est moins. Oui, mais est-ce qu'on aura le vrai chiffre? Tu le demanderas peut-être à Yann Sénéchal, il est meilleur que moi là-dedans, là, mais je suis persuadé là, qu'un actuaire peut te faire le calcul assez facilement. Mais est-ce qu'ils vont nous donner le vrai chiffre? C'est-à-dire que si, mettons, vous avez 2 bons salaires qui rentrent dans la maison, chacun gagne 100 000 $. Il y a 200 000 de revenus qui rentrent, comparativement à 2 revenus de 50 000. En principe, de ce que je comprends avec le système actuel, le montant des deux donné à la santé n'est pas le même. C'est-à-dire que celui qui gagne 100 000, puis qu'en ce moment, le système de santé où il n'y a pas de médecin, il est en attente d'une opération à un genou depuis 1 an et demi, pourtant il paye des impôts comme ça se peut pas. Oui. 50 % de ses impôts qu'il paie au provincial et 50 % du montant en taxes qu'il paie en taxes de vente sur tout ce qu'il consomme s'en va probablement dans le système de santé. En tout cas, pas loin de 50. Mettons, allons-y à 40 là, pour faire plaisir à tout le monde, pour être sûr de dire les chiffres plus proches de ce qu'ils sont. Là. Mais tu comprends mon point, c'est que en ce moment, ce n'est pas c'est pas comme une tu sais, moi, quand je parle à des Américains, mettons, c'est une assurance privée qu'ils prennent à 100 %. Bon, ils vont dire, ça nous coûte, notre famille, ça nous coûte 750 $ par mois. Là, si, mettons, il y a un employeur d'impliqué là-dedans, ça tombe à 350, 400 $, etc.
Mais nous, c'est pas ça. Là. Nous, c'est pas, c'est pas tout le monde paie à peu près 500 $ par mois pour la famille ou 1000 $ par mois. C'est en fonction des revenus. Donc, si vous gagnez, puis là, tantôt, j'ai dit 100 000, mais mettons que les gens, c'est 2 bons salaires de 75 000, on sait que, moi, je pense que ces gens-là vont se faire avoir. Ils vont se faire dire, « Ah non, mais ton assurance santé, elle devait coûter 5 000 $ par année. » Mais non, c'est pas vrai. Tu m'as chargé dans mon assurance santé à peu près 14 000 $ à 15 000 $ par année depuis 20 ans. Je ne sais pas si tu saisis un peu ma réflexion là-dessus. Je comprends très bien ta thèse ici. Ben, c'est que probablement que l'assurance que tu vas contracter dans le privé, ça sera pas nécessairement aussi cher que l'ensemble des impôts et des taxes que tu paies en santé et au fédéral et au provincial. Bon, non, parce que quand tu regardes un peu, tu as à peu près là, t'as un peu plus de 40 % du budget qui va en santé. Donc, quand tu regardes là, avec tes taxes et tes impôts, il y en a vraiment beaucoup. Mais tu sais, c'est sûr que d'un autre côté, on ne peut pas te déduire la totalité de tes impôts en santé parce que tu sais, on vit quand même dans un endroit où est-ce qu'il y a une partie d'impôts qu'il faut qu'il y aille pour le filet social, entre guillemets, mais que ton assurance que tu contractes avec le privé, qu'elle puisse être déductible d'impôts. Maintenant, c'est un débat à savoir dans sa totalité ou en partialité. C'est un débat à avoir, disons. Oh oui, il faut qu'il y ait des crédits d'impôt qui soient significatifs. Hey, Karim, je t'arrête tout de suite. On est rendu au bout pour Radio Pirate Live. Ce qu'on va faire, c'est que si vous voulez avoir plus de Karim, ben, venez sur Radio Pirate Prime, parce qu'on va jaser avec Karim un peu plus justement de ces points-là. Parce que c'est des points importants quand même, parce que c'est des changements gros. Il faut que tout le monde embarque là-dedans. Donc, ça prend des... faut bien comprendre toutes les choses parce que les gens sont très nerveux quand on parle d'assurance. Puis le point important, c'est tout le monde aura une assurance. Et à partir de là, il y a plein d'options, puis il y a plein de choses qu'il faut discuter. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion. Radiopirate.com. Joe Hamel est avec nous autres parce qu'on est mercredi. Joe, t'es salué, mon ami. On a beaucoup de sujets à jaser avec Joe. Hey, commence donc avec le sondage qui vient de sortir, qui semble, en tout cas, du moins le Canada anglais, semble donner une grosse tendance vers Poilièvre. Je ne sais pas si tu as des provinces là-dedans. Le Québec qui tire de la patte toujours, qui a l'air encore amoureux de son bloc québécois, mais surtout encore trop de Justin Trudeau. Mais au Canada, ça semble assez clair que les gens commencent à être écœurés de Justin Trudeau, là. Yes, écoute, un sondage Abacus qui vient de sortir, 1500 répondants, donc c'est quand même majeur. Tu vois, les conservateurs augmentent de 3, libéraux en baisse de 4. Mais ce qui est le plus intéressant, je pense, dans ce sondage-là, c'est les enjeux les plus importants pour les Canadiens. Et tu regardes dans les 3 premiers, tu as l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation du coût des maisons et du logement et les problèmes avec le système de santé en général. Donc, actuellement, ce qu'on voit, c'est que, tu sais, la plupart des médias de masse critiquaient Poilievre sur l'inflation. Ah, il fait juste parler d'inflation. Mais c'est réellement actuellement l'enjeu qui préoccupe le plus les Canadiens. Pardon. Et, à mon avis, Poilievre doit continuer de frapper sur ce clou-là jusqu'à l'élection, parce que ça va pas, je pense pas que ça va disparaître là, comme la pluie qui s'en va. Ça va continuer de préoccuper les Canadiens, alors qu'on le voit. Là, c'est un enjeu qu'on voit tous les jours quand vous mettez de l'essence, quand vous allez à l'épicerie, peu importe où vous allez, le signal de prix vous rappelle le problème de l'inflation qui, rappelons-le, a été créé par l'expansion sans précédent de la masse monétaire en temps de paix, là, dû au programme complètement débile déployé par le gouvernement socialiste de Justin Trudeau. Les derniers sondages locaux nous montrent que Trudeau est toujours populaire au Québec comme le Bloc l'est. Sur le Bloc, bon, écoute, c'est une maladie qu'on a, tu veux qu'on fasse. Mais c'est bizarre, pareil, de voir que Trudeau est aussi populaire. Puis là, ben, on semble avoir déjà décidé, en tout cas,
je dirais, les leaders médiatiques ont décidé que Poilievre est un dangereux. Donc, en mettant l'étiquette de dangereux, on a déjà parlé d'ailleurs, au Québec, c'est très, très facile de définir quelqu'un en l'espace de quelques semaines. Les Québécois ne le savent pas, mais si tu leur parles de Poilievre, vu qu'ils ont entendu ça à un moment donné à TV, Poilievre, c'est un cave. Moi, je pense que même si au Canada, ça va, puis probablement qu'il va rentrer soit minoritaire ou majoritaire, le Québec va avoir peut-être moins de sièges qu'il y en a là actuellement. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Écoute, il pourrait avoir, je pense, un petit peu plus. Là. Ce qui est intéressant, c'est le 30 je regarde, on voit là, les intentions par province. Au Québec, tu vois, c'est 31 libéral, 22 conservateurs et 30 bloc. Tu sais. Donc, le 30 bloc pourrait leaner peut-être plus vers les conservateurs. Il y a quand même un pipeline là, traditionnel où le bloc, à moins qu'il y ait une question piège comme la dernière fois ou un enjeu de Québec bashing vient brouiller les cartes. Mais normalement, si l'enjeu reste sur l'inflation, etc., le bloc va être un petit peu fourré avec ça. Donc, techniquement, est-ce que Poilievre peut revenir? Je pense que oui, au Québec, il pourrait se ramasser avec quelques sièges de plus, mais c'est pas là que le gouvernement va se former. C'est vraiment en Ontario. Il y a 35 les libéraux. 37 les conservateurs, 35 les libéraux. Si la tendance se maintient, les libéraux pourraient baisser encore. Et aussi, peut-être que le NPD pourrait diviser le vote un peu, aller faire perdre des sièges aux libéraux. Là. Donc, ça, c'est pas mauvais non plus pour Poilievre. Mais en général, la tendance est excellente là, pour Poilievre. Mais qu'est-ce que. Je t'en ai pareil, mais je sais, moi, j'aimerais ça que. Je comprends que probablement la manière de faire pour les conservateurs, c'est de gagner sans le Québec. On est habitué de fonctionner de cette manière-là. Donc, ça va se passer dans la banlieue de Toronto. Mais qu'est-ce qu'il faudrait que Poilievre fasse au Québec pour être capable? Parce que les Québécois, on le disait dans Prime avec Jerry, c'est Jerry qui me faisait qui me montrait ça. Il dit, les Québécois sont toujours en amour avec des chefs, peu importe le parti, sont en amour avec des chefs francophones. Donc, le père, le fils, oui. Brian, Chrétien, puis Paul Martin. Paul Martin, c'est un franco-ontarien, je pense, Paul Martin. Mais anyway, il y avait un nom francophone, ça émaille un peu. Y a-t-il quelque chose qu'il faut, que Poilievre peut faire pour devenir québécois? Bien, premièrement, je pense que les Québécois, en général, ne le connaissent pas beaucoup, à part les conservateurs, puis les gens qui suivent beaucoup, disons, la scène ne le connaissent pas. Ils connaissent beaucoup le portrait qu'on lui a donné, le blog étudiant et tous ces médias en faillite-là. Par contre, je pense qu'il y a une carte cachée. Poilievre, il s'exprime très bien en français. Là. C'est quelqu'un qui je pense qu'il part de moins loin que Harper partait au début de son mandat, je pense en 2006. Il s'exprime très bien en français. C'est un franco-albertain, je pense, d'origine, ou Manitoba, je ne me souviens pas. Sa carte cachée, c'est vraiment sa conjointe, Anaïda, qui, en passant, est une immigrante du Venezuela. Et elle raconte souvent comment elle avait quitté, sa famille s'était sauvée de ce terrible, de cette déchéance de pays socialistes qui était avant un des pays les plus riches au monde, en passant, là, au milieu du 20e siècle. Presque plus riche que le Canada par habitant. Et Anaïda, sa conjointe, elle a appris le français à Pointe-aux-Trembles, en travaillant dans un Best Buy. Elle racontait ça. D'ailleurs, elle est excellente. C'est une excellente elle a une très belle allocution quand elle fait souvent son introduction à Poilievre. Donc, je pense qu'elle devrait être mise plus à l'avant-plan comme c'est parce que c'est une excellente vendeuse aussi du programme et des valeurs que défend Poilievre. Donc, je pense que quand les Québécois vont voir un peu sa conjointe. Les Québécois aiment beaucoup ça généralement. Là, c'est du show business, la politique. Là. Donc, il faut quand même utiliser tous les atouts, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Don't hate the player, hate the game. Là. Mais je pense que c'est une des cartes cachées. Mais en général, la façon aussi dont il adresse les électeurs. Rappelle-toi ces vidéos. Il y en a pas. Ils sont plus souvent qu'autrement en anglais, là, les vidéos, mais il y en a en français aussi. Généralement, je pense que son approche va plaire aux Québécois. On ne lui a pas donné la chance encore. Là. Puis évidemment, la campagne, c'est faite pour ça. Donc, il y a du upside encore pas mal au Québec, je pense. Là, ce que je sens, puis nous autres, on est un peu. On est une drôle de gang, là, mais ailleurs, il y a du monde qui réagissent pour vrai à toutes sortes d'affaires. Le web nous a permis d'être dans un village plus global puis être un peu moins dôme. Ça fait du bien. Ce qu'on voit dans les marchés comme Toronto et Vancouver, c'est que, puis je comprends qu'on est quand même assez tôt dans toute l'histoire. On a l'impression que le monde, tout devrait aller plus vite. On vit dans ce monde-là, on a l'impression que tout est très, très, très rapide. C'est pas comme ça que ça arrive habituellement, mais quand même. Là, on a... c'est un double dip, là. C'est-à-dire que
Trudeau imprime du cash à pu finir, nous met dans une situation COVID que l'histoire va très, 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 très mal retenir. Ce sera un jugement épouvantable pour le futur sur toute la folie alentour de la COVID. Mais une des plus grandes folies, puis bien des pays du monde ont sauté là-dedans, mais un des pays les plus caves au niveau monétaire, tu l'as dit tantôt, ça a été le Canada. Et on en paie le prix en ce moment. Et là, ben, on était déjà, nous, avant la COVID, dans une lancée immobilière qui n'avait pas de sens. Quand on comparait ce qui nous restait dans le pays, les provinces, excluant l'Alberta, les plus taxées, les revenus restants ne sont pas très gros quand on compare à d'autres. Notre taux d'endettement ou encore d'épargne est très différent, entre autres des Américains qui se sont beaucoup ajustés depuis 2008. Donc, on était déjà dans ce trend-là avant le début de la COVID. Et là, la COVID arrive et bang, là, il y a une folie alentour des maisons. Les gens ne peuvent pas sortir, ils sont prisonniers. Ils veulent avoir une maison avec une piscine, ils veulent avoir une terrasse couverte, ils veulent avoir une place avec une cuisine dehors, ils veulent ci, ils veulent ça. Donc là, c'est la folie sur les maisons. Et là, ça crée une explosion, ça crée des surenchères, ça crée une histoire incroyable. Et là, embarque après ça toute je dirais, l'inflation qui a été générée en partie par l'histoire des maisons, puis tous les manques de mais tout provoqué par la même affaire, c'est-à-dire l'imprimage de cash, le cash qui est partout. Tout le monde en profite, tout le monde charge des prix fous. Les gens disent oui, ah ouais, donc, un patio de 5 000, tu me charges 12 000, ah ouais, je l'achète pareil. Et là, ça crée le monde dans lequel on est aujourd'hui. La banque arrive, essaye de corriger. Là, la Banque centrale, la Banque du Canada essaie de gérer ça. Puis elle dit, OK, on va essayer de régler le problème qu'on a causé. On arrive un peu tard, mais on va monter les taux. Puis là, on monte les taux, puis on les monte vite, puis on y va, puis on y va, puis on y va. Vous allez voir, ça va baisser le prix des maisons. Le prix des maisons ne baisse pas bien, incluant Toronto et Vancouver, où il y a eu une correction, mais pas très grosse. Et là, maintenant, les prix sont flats. Les coûts de construction sont encore élevés, mais là, le financement n'est pas... Donc là, les gens se disent, attends un peu, là. Là, je suis encore plus pauvre que j'étais il y a un an. Là. Il y a un an, oui, les prix à la consommation étaient élevés, mais au moins, j'étais capable de m'acheter la maison, puis elle me coûtait 2000 $ par mois. Là, maintenant, la maison a baissé de 5 % ou de 10 mais elle est rendue à 2500 par mois. Là, je suis pauvre comme job, je ne sais plus quoi faire. Il y a des histoires d'horreur dans la région de Toronto. Entre autres, hier, Stéphane Bruyère nous en parlait. Il y a des suicides reliés à des histoires immobilières en ce moment. Il y a beaucoup de suicides reliés à ça dans la région de Toronto. Donc, j'ai l'impression que les carottes sont cuites vraiment pour Trudeau dans la région de Toronto et également Vancouver, qui sont les marchés les plus touchés par sa folie monétaire. Non, mais écoute, je pense, l'enjeu c'est l'enjeu le plus visible, je pense, pour la majorité des propriétaires. Là. C'est l'augmentation. Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu immunisés par ça parce qu'ils ont soit renouvelé ou, tu sais, ils sont pas encore affectés directement par l'augmentation des taux. Tu sais, il faut le rappeler, le Canada, quand tu combines la dette publique et privée, c'est un des pays les plus endettés au monde. Je pense que c'est dans le top 3. Là. Et particulièrement au niveau de l'immobilier, tu sais, c'est un des secteurs qui accapare le plus là, cet endettement-là. Donc, le Canada est vraiment adossé sur son secteur immobilier. À partir du moment où ça ralentit, c'est un secteur aussi que tout l'influx d'investisseurs étrangers, ça a profité énormément, ça aussi, au secteur immobilier dans les 10 dernières années. Et là, il vient d'arriver justement avec la taxe ou l'interdiction d'acheteurs pendant, je ne me souviens pas exactement de la... Je ne suis pas un observateur là, assidu de la scène immobilière, mais quand tu limites la possibilité, les acheteurs, ça l'affecte là, indirectement le marché. Donc, on a été un peu sur une bulle dans les 10 dernières années. Évidemment, tout ça, c'est alimenté par les taux anormalement bas. Passant, là, les taux sont beaucoup plus normaux. Les taux sont plus normaux là qu'ils l'étaient dans les 5, 8 dernières années. Là. C'est anormal des taux en bas de 5, 4 ou 5 %. Là. Donc, on revient beaucoup plus à la normale. Ça va recentrer le marché. Maintenant, ce qu'il faut comprendre là-dedans aussi, c'est l'effet ratchet, dans un sens où les prix augmentent. Ils continuent d'avoir quand même des restrictions aussi sur l'histoire des chaînes d'approvisionnement. Ça a toujours été utilisé comme argument, mais le problème des chaînes d'approvisionnement, c'est qu'il y a un paquet de conditions, puis de restrictions, puis de fermetures qui ont été imposées, et tu ne peux pas réouvrir ça comme tu réouvres une Switch. Là. J'ai regardé dans l'industrie de l'automobile, ça commence à peine à... Dans le fond, ils commencent à peine à pouvoir suffire à la demande, puis là, ils vont se faire frapper en pleine figure avec une baisse de la demande, avec une potentielle récession. Donc, ces gens-là tentent de contrôler l'économie comme un marionnettiste contrôle sa marionnette. Et ces gens-là ne sont pas capables de gérer, Jeff,
et si on le prend à plus petite échelle, ne serait-ce qu'un traversier avec un monopole. Donc, comment veux-tu... C'est les mêmes gens, là, conceptuellement, c'est la même affaire. C'est des planificateurs centrales qui tentent de gérer des systèmes avec des millions, voire des milliards de variables, qui ne sont pas capables de gérer des choses aussi simples qu'émettre des passeports. Donc, il ne faut pas se surprendre que le bordel est pogné partout. Et je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on est rendu à un point où le gouvernement Trudeau va difficilement pouvoir s'en sortir. Dernière fois réélu en plein encore dans la crise COVID, alors que c'était pas mal fini à travers le monde, mais ici, on était un peu en retard là-dessus. Puis les gens voulaient, comme je pense, passer à d'autres choses rapidement, puis se dédouaner par rapport à, tu sais, dans le fond, en élisant les conservateurs, puis même, mettons, ici au Québec, tu t'attends à ce qu'il y ait un genre de payback ou une enquête quelconque. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas ça. Là. On est vraiment dans un denial. Et là, je pense que la prochaine, ça va être la bonne. Parle-moi donc un peu d'Hydro-Québec et de toute la saga de... Il y a 2 ans, on a de l'électricité, elle peut savoir quoi en faire. Aujourd'hui, écoute, on a une bosse qui arrive, puis là, la bosse, elle est extraordinaire, elle s'occupe de la diversité, elle parle de ça, des réunions, c'est quasiment que ça. Puis là, la diversité, puis ça nous prend ci. Là, on défocus un peu du courant, puis là, s'ils pensent qu'on va faire du courant, nous autres, là, pour donner à des entreprises, on n'est pas de leur amas de l'électricité. Puis là, finalement, elle s'en va. Le numéro 2 s'en va aujourd'hui. Là, Fitzgibbon prend le contrôle d'Hydro-Québec un peu d'une manière indirecte. Puis là, on apprend que ça prenait 22, 23 mégawatts, ou je ne sais pas trop quoi, terawatts d'électricité pour essayer de répondre à la demande qui s'en vient. Là, ils disent, oh, non, 9, 10, on va être correct, puis on va demander au monde de faire des sacrifices, on va augmenter les tarifs du monde, puis on verra à qui on le donne. Là. Oh oui. Il y a un genre de casino de l'énergie qui est en train de se dessiner avec Hydro-Québec. Ça me fait peur, moi. Ouais, premièrement, c'est incroyable. Encore une fois, c'est très... c'est la gestion de l'État en général. Là. C'est visible avec les traversiers. En passant, tu as vu les traversiers électriques? Électriques! C'est une belle joke en passant. Là. Ben oui. C'est encore une fois, il parle des deux côtés de la bouche. On va manquer d'électricité, mais on va tout électrifier, dont la moitié du parc automobile et les trains et les traversiers. Quand même intéressant. Ben oui, c'est compréhensible. L'histoire des barrages qui ne fonctionnent pas à pleine capacité, ça, on l'entendait souvent par des genres d'employés col bleu d'Hydro qui disaient comment ça que les barrages ne virent pas à temps plein, même dans des périodes de demande, etc. Puis ça circulait ce genre de, on ne va pas dire rumeur, mais de statement-là. Et là, on se rend compte avec... Là, c'est drôle parce que Thomas Gerbet, qui vient un peu mettre la marde là-dedans, là, tu as Hydro-Québec aujourd'hui sur Twitter qui tente de mettre de mettre un astérisque sur son reportage en disant « Oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. » Mais en réalité, c'est ça. C'est que Hydro-Québec n'a pas les incitatifs à l'interne pour produire au maximum. C'est comme à peu près n'importe quel organisme de l'État. Il n'y a aucune organisation privée qui tolérerait une gestion pareille. Rappelons-le, chez Hydro, à peu près tout le monde, du concierge jusqu'au président, a des bonus à chaque année, à peu près sans aucun indicateur de performance. C'est quand même incroyable. Donc, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Il y a quand même des affirmations intéressantes. Je ne suis pas totalement contre ce que dit Fitzgibbon dans ce dossier-là. Justement, on disait là, ça va nous prendre 13-14 barrages dans les prochaines années. Ben, fine, là, le bâtissons-en en 15, 16, 18 pour être certain. Ça, c'est un projet de société pour le Québec. Créer bâtir l'énergie. Des sources d'énergie. Tu sais. Oui. Ça, à la limite, tout le monde est... Je pense que la majorité des gens normaux sont pour ça. C'est le nerf de la guerre des 50 prochaines années, c'est l'énergie. Donc, si on en a, go sacrament. Non, puis d'autres ont la chance d'avoir des rivières, puis la capacité d'harnacher. Tu sais, l'hydroélectricité, c'est quand même... on est quand même choyé de pouvoir l'exploiter. C'est pas comme certains pays qui sont enclavés, qui n'ont pas accès à des cours d'eau comme ça. Je pense que la prochaine quête énergétique, ça va être le retour ça va être le retour du nucléaire aussi. Ça commence à se parler beaucoup. Ça a été une erreur incroyable. Ça démontre à quel point le culte green est complètement déconnecté. De ne pas vouloir... En fait, ils ne veulent plus rien. Ils ne veulent plus l'électricité. Ils veulent pratiquement juste du renewable. Puis là, il ne faut pas de mine non plus. Donc, c'est quand même incroyable. Alors que le Québec, actuellement, est littéralement là, il y a une ruée vers l'or avec tout ce qui est lithium, nickel, donc tous les métaux stratégiques sont en demande et le Québec en renferme beaucoup. Donc, ça va être intéressant de voir comment les gouvernements, tant fédéral que provincial, vont dealer avec ce que tu regardes, les médias tentent beaucoup de mettre en opposition l'industrie minière avec
leur prétention de vouloir faire une transition totale de l'économie, mais on va prendre où là, ces métaux-là? Donc, c'est assez contradictoire, puis ça va être intéressant dans les 2 prochaines années de voir ça aller. Mais le bout qui est insupportable, vraiment ça c'est insupportable, là, c'est d'apprendre que si certains barrages, plusieurs barrages ne fonctionnent pas à pleine capacité, c'est à cause du manque d'entretien. Ben oui. Hey, attends un peu, là. Attends une minute, là. C'est-à-dire, nous, on n'entretient pas le bazou, là. On laisse le bazou s'en aller de même, là. Puis à un moment donné. Mais comme Joe dit, Jerry, comme Joe dit, c'est. Attends un peu, là. Mais arrêtez de penser que les hôpitaux sont tout croches et que Hydro-Québec peut être douette. C'est toute la patente au complet qui est comme les affaires qu'on voit, c'est parce qu'on les voit. À l'école, on envoie nos enfants là. On peut voir comment c'est tout croche. L'hôpital, on tombe malade des fois, on peut le voir. Hydro-Québec, aller faire un tour au barrage, on y va pas bien souvent. Parce qu'on ouvre la switch, des fois ça marche. Des fois ça marche pas, par exemple, ça prend longtemps avant que ça remarche. Mais il ne faut pas penser qu'ils sont mauvais partout, puis que pour Hydro-Québec, ils sont parfaits. Ben non, ils sont mauvais partout. Notre fierté, Jeff, c'est le joyau. Mais non, c'est les mêmes incitatifs absents que dans tous les organismes étatiques. Penses-tu que vraiment ces gens-là ont une réelle planification sur 5, 10, 30 ans avec le même genre d'incitatif que dans le privé? Voyons donc, c'est absolument débile de penser ça. Attends une minute, à Rivière-des-Prairies, c'est pas rien là, quand même. Il y a 6 turbines et il y en a 4 d'arrêtés. À cause que les turbines sont pas up-to-date ou ils n'ont pas d'entretien. Oui, mais la bosse, Mme Brochu, elle, c'est pas ça qui l'intéresse. Mais c'est pas ça qui l'intéresse. C'est elle veut de la diversité, elle veut des gars des anciennes femmes devenues gars, elle veut des gars devenus femmes, elle veut du monde de ci, elle veut de telle communauté. Elle faisait beaucoup de rencontres, beaucoup de réunions par semaine sur la diversité. Ta turbine, ça sacrément ce que tu penses? Mais l'affaire, c'est que. Un autre signal, tu as le départ du numéro 2 qui, lui, en passant, il était assez pro-développement, là, Éric Filion. D'ailleurs, à l'époque, je me souviens, il n'était pas totalement contre l'histoire de développer le marché Bitcoin, les centres de données, il voyait un avenir là-dedans. Parce que c'est une demande constante et assez prévisible. Donc, pour Hydro, tu sais, comme pour Hydro, fournisseur et vendeur d'énergie, c'est le genre de client que tu veux. Ça, je pense qu'il avait compris ça. Là, lui part. Numéro 2 qui part. Pourquoi tu penses qu'il part? Parce qu'il sait qu'il ne sera probablement pas nommé. Il va se passer quoi avec ça, le prochain président? Ou potentiellement, on s'entend, ça va certainement être une présidente. Parce que là, ils ont tassé Brochu. Il faut qu'ils fassent face aux médias avec ça. Donc, inévitablement, ils vont tenter de trouver une remplaçante. À mon avis, c'est pas mal ça qu'a compris le gars. Qu'il n'allait pas remplacer l'autre qui vient de partir. Là. Ouais, puis si mettons, il y a 5 CV, puis là-dedans, il y a un gars devenu fille, ça a bien beau être le 5e dans la pile, ça va être le premier à la fin. Ça, on le voit partout, tu sais, ça c'est dans toutes les... Surtout dans les... Écoute, je regarde dans l'industrie financière, je pense que c'était-tu Bank of America venait de nommer 1000 partners issus de la diversité, donc, et c'était vraiment mentionné dans le communiqué, comme quoi que le critère prépondérant, ça avait été la race, l'orientation sexuelle, whatever. Donc, ça, c'est incroyable de voir qu'on est rendu à ce point-là, tu sais. Ah, c'est débile. C'est débile, ça fait peur. C'est qui le ministre? Il y a les chars. Juste une seconde, c'est qui le ministre d'Hydro? C'est Fitzgibbon. C'est Fitz. OK. Ben oui, c'est rendu le super ministre, là. Il est ministre de... C'est quoi? Économie, énergie... OK, ils ont enlevé ça à Julien. Plénipotentiaire. Là. OK, ils ont enlevé ça de Jonathan Julien puis ils ont donné ça à Fitz. Je sais pas ce qu'il fait. Jonathan Julien s'est rendu compte que c'était pas fort, là. OK. Oui. C'est beau. Je voulais savoir où on était rendu là-dedans. Oui, Jonathan Julien, la seule affaire qui est arrivée dans sa vie de politicien provincial et municipal, c'est que c'est pogné une demi-heure avec la bombe. Avec la bombe, ça finit là. Il n'y a rien à faire avec ça. Hey, les chars électriques, j'ai vu, on en parlait ce matin avec Jerry, j'ai vu le boss de Toyota. Moi, j'aime bien l'approche du boss de Toyota. Il dit, vous rêvez en couleur. Il dit, ce qui s'en vient, là, ce qui va rester, ça va être les chars hybrides. Je devais faire un 50, 60, 60 000, 70 000 avec la batterie. Puis quand vous allez avoir besoin, il va y avoir un moteur à gaz. Puis quand le moteur à gaz va embarquer, ben, il va vous donner aussi de l'énergie en briquant, etc. Donc, on s'en va vers quelque chose de plus hybride parce qu'il dit l'histoire des voitures 100% électriques, c'est complètement sauté. Puis on voit comment, même Patrick Lagacé, l'excellent Pat Fake P, comme on l'appelle, Fake P est allé à New York avec son char électrique. Ça a été toute la misère du monde. C'était drôle à mort. Mais là, il commence à y avoir une guerre dans les voitures électriques parce qu'il commence à avoir beaucoup d'offres, mais on n'est pas certain que toute la demande sera là. Donc, on voit que Tesla a baissé ses prix,
Ford a suivi avec la Mach-E avec un 1000$ de moins. Et là, d'après moi, ça va être across the board. Là. Ben, c'est ça. Puis ça, moi, j'ai toujours vu ça venir, dans le sens que la prétention que Tesla... Moi, j'ai jamais vraiment été fan de Tesla en passant. Là. C'est une voiture qui m'a jamais vraiment impressionné. L'intérieur, c'est une cochonnerie. C'est en plastique, il y a des gaps d'import. Tu compares avec la fabrication allemande, puis même maintenant, je te dirais les Coréens, le nombre de voitures, celles qu'on voit beaucoup sur la route actuellement au niveau électrique, c'est beaucoup de Hyundai, les Kia, des modèles, je pense, entre peut-être 40 et, mettons, 60 000 bien équipés, je crois. Là. Contrairement à justement le modèle 3, que là, ils ont baissé un petit peu les prix, mais en bas de 65, 70, t'as pas grand-chose, on s'entend. Là, on voit les Allemands qui commencent à se positionner aussi. On commence à en avoir un petit peu. D'ailleurs, je n'essayais un en fin de semaine, quand même une couple de petites anecdotes avec ça. On rit là, du range anxiety, mais c'est quand même présent. Là. Tu vois, on était un de nos amis qui nous avait prêté ça, un BMW, le SUV, là, le nouveau, là, 100% électrique. Tu sais, honnêtement, je regardais le détail, là, lui, qu'on avait autour de 100 000 $. Mais tu sais, c'est sûr que ça va bien, dans le sens que c'est de suspension, etc. Le entertainment en dedans, c'est bien fait. Et t'as quand même l'impression de driver un kart de golf. Là. Dans le sens que tu n'as pas de son, tu n'as pas une drôle d'accélération. Moi, je ne suis pas totalement fan encore, je ne suis pas converti. Évidemment, pour les déplacements à l'intérieur de la ville, un petit peu à l'extérieur, c'est correct. Et là, nous, on s'est mis à rouler un petit peu. On a fait peut-être 60-70 km aller-retour à un endroit. Là, mon chum qui était assis côté passager, en repartant, les sièges chauffants allumés, le volant chauffant, le chauffage dans le tapis. Là, je te dis, ça a eu un impact. On le voyait presque baisser. On est passé de comme 51 à 39 en l'espace de peut-être comment je te dirais, 10-12 km. Donc, c'est quand même toujours là. Puis là, nous autres, je prends nous autres le char. Donc, premièrement, on charge ça où? Faut que tu sois membre. Tu sais, comme ce que raconter, l'agacer, c'est vrai, là, cette histoire-là, dans le sens que tu es un peu fourré si tu n'es pas propriétaire, pas membre, etc. Alors que, tu sais, à essence, tu peux te parker n'importe où puis le tanker. Ce qui n'arriverait pas en passant si tu avais un petit moteur hybride, là, comme c'est la stratégie, comme tu disais, de Toyota. Une des belles stratégies, je pense, c'est Volvo, une compagnie nordique qui comprennent que puis il faisait pas froid en passant. L'histoire que je te raconte là, il faisait beau. Là. Donc, s'il faisait moins 20, c'était une totale autre histoire, on s'entend. Là. Ben oui. Ben, c'est ça. Tu as l'impression de rouler toujours avec un quart de tank. Puis la minute que tu ouvres trop la radio, tu t'écoutes Spotify, ou puis là, tu mets justement tout ce qui est patente chauffante, tu mets un peu de chaleur pour être bien, t'es mort. Là. T'es mort. Écoute, tu veux faire de la route. Tu sais, j'ai lu le texte de Fake P, puis c'est quand même spécial. Là. Tu t'en vas à New York en sachant que tu as traversé les Adirondacks. Moi, excusez-moi, là, pour avoir fait cette route-là 1000 fois dans ma vie quasiment, là, jamais je m'en irais avec un char électrique dans ce place-là. Là. Jamais, jamais, jamais. Tesla, peut-être, parce qu'il y a une charge rapide, tu as une bonne portée, puis tu es capable de te retrouver en arrivant à Saratoga Springs rapidement des charges, mais je veux dire, faut être. Soit que tu fais de la route, ça te prend la long range, là, qui est oui, c'est ça. Tu sais, la Model 3 est peut-être autour de 90, puis dans le cas du S puis du X, je pense que ça monte presque à 200, là, le modèle. Hey, c'est quand même quelque chose, là, un char à 200 000. Là. Tu parles quasiment d'une Audi S8 où tu es complètement ailleurs dans un modèle à gaz. Là. Moi, ça me fascine à quel point ça peut être cher pour pas grand-chose. Là. Je te dis, moi, ça me donnait l'impression d'un char, le X4, là, iX4, je sais pas trop. Oui. Ça me donnait l'impression d'un char de 35-40 000 max. Tu n'as pas l'impression d'être dans un char à 100 000. Je l'ai essayé, là, je sais quoi. Là. T'as pas vraiment l'impression de n'avoir pour ton argent. Et c'est pour ça, je pense que ceux qui vont tirer leur épingle du jeu, c'est les Coréens, c'est les Japonais. Les Allemands, ils vont probablement arriver avec d'autres modèles plus abordables. Tesla, ce qu'on a vu dans la dernière année, c'est beaucoup ça aussi. C'est le repricing de l'idée que Tesla va devenir un peu le iPhone de l'automobile. Moi, je pense pas que ça va arriver. Non, puis aussi, ben c'est ça. Il ne faut pas oublier, moi, j'écoutais, je fais référence souvent à ce podcast-là que j'ai écouté l'été passé, mais j'écoutais des ingénieurs dans le milieu, puis eux autres, ils disaient, il y a deux choses.
ça va être hybride. Et quand tu vas avoir cette partie moteur, grosse partie de l'essence que tu vas prendre, c'est du e-fuel. Là. Donc, c'est une genre un peu comme l'huile qu'on utilise maintenant, qui est synthétique en grande partie. On va s'en aller vers puis la F1 va utiliser de plus en plus cette essence-là, d'ailleurs, puis 2026, quasiment exclusivement de l'essence synthétique. Donc, on est ailleurs. Moi, j'ai comme l'impression qu'on va se virer de bord dans 10-15 ans, puis on va relire tout ce qu'on a relu de la part, entre autres, de nos politiciens. Il faut dire que c'est vraiment eux autres qui nous ont vendu ça, et beaucoup les médias. Mais on va rire, d'après moi, on va rire un grand coup. Ça va me rappeler un peu, mais peut-être pas à ce point-là, parce qu'on a vu de notre vivant, mais rappelle-toi, tu es plus jeune que moi, mais quand on avait 15-16 ans, en 84, 85, on rêvait aux années 2000 parce qu'on nous disait qu'on n'allait pas avoir les voitures n'auraient plus de roues et qu'on allait toutes, circuler un peu comme dans les bandes dessinées, là, où du monde circule, pas de rue, là, puis qu'on est comme dans les airs un peu. Mais on n'est pas arrivé proche de ça encore. Là. On est arrivé en nulle partant, ça part. n'a aucun sens que les autos volent, là, quand tu y penses. Oui, c'est ça. Je veux dire, le rapport coût-bénéfice, c'est quand même assez incroyable. Mais c'est ce qu'on nous disait pareil. On nous disait ça. Oui. On lisait des affaires de même. Là, aujourd'hui. Puis c'est extraordinaire de voir qu'ils s'en tirent. Le grand progrès des, mettons, 15 dernières années dans l'automobile, tu mets tout de côté la voiture électrique, c'est le progrès dans les transmissions, l'aérodynamisme, les moteurs. Fait qu'imagine s'il y avait eu l'investissement qu'il y a eu dans les moteurs électriques, dans les moteurs traditionnels thermiques hybrides, on serait probablement encore plus efficient. Donc, tu sais, rappelle-toi, dans les années comme 80, 90, tu avais des transmissions automatiques à 3, 4, des fois 5 vitesses. Ça, tu es rendu avec quoi? 8, 9, 10, 11 vitesses même. Donc, une grande partie de l'économie d'essence vient de là. Donc, dans les camions, c'est la même chose, etc. Donc, moi, je crois pas tellement là, au carburant synthétique. Ce que tu as dit tantôt, Porsche est là-dedans aussi. Moi, je pense que ça, c'est vraiment juste un stun pour se dédouaner le temps que la folie passe. Parce qu'ils savent, dans le fond, c'est une question, je sais pas, peut-être un peu comme l'huile synthétique. Il y a une partie qui va servir à... Est-ce que ça peut aider un peu? Mais je pense pas que ça va être totalement ça. Je pense que ça va revenir... Il n'y aura pas d'interdiction du moteur thermique en 2030 ou 2035. Moi, je pense que c'est une des grosses illusions. Là, ça. C'est sûr, c'est sûr. Il y a bien des affaires qui ne se rendront pas jusqu'en 2030. Il y a bien des affaires qui nous ont vendues qui iront nulle part. Thank you, Joe. On s'en reparle mercredi prochain. Joe Hamel était avec nous sur Radio Pirate Live. On s'en va vers le vestiaire, les amis. Yes. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Radiopirate.com. Through the center zone for Montreal. And the pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime. Il dit qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris Moncan. Hey, Guy vous présente, puis pas juste Guy, parce qu'on a un nouveau commanditaire aujourd'hui. Le vestiaire vous est présenté par UH Clothing qui vous fournit des uniformes de hockey, de deck hockey, de baseball, 100% personnalisés ainsi que pour vos vêtements corpaux. Allez sur Facebook ou en ligne. Donc, on va le dire en français pour bien être sûr que vous avez la bonne adresse. C'est UH Clothing. Donc, Clothing, c'est CLOTHING.com. Donc, allez encourager pour les gens qui ont des ligues de baseball, des ligues de hockey, des ligues de deck. Vous avez du super de beau stock sur le site web. Les est avec nous autres. On a également le Dodu qui est là aujourd'hui pour le vestiaire. Jerry est là aussi. Mr. White est jamais bien loin. Tiger is in the house. MC Poubelle est pas loin. My God, qu'il y a du monde dans le panel d'aujourd'hui. Wow. Pour finir, ça va être extraordinaire. On commence par quoi, les amis? C'est quoi qui vous titille de ce temps-là sur le CH? Moi, je vais commencer. Hier, j'ai fait mon équipe. C'est-à-dire? Là, mon équipe du Canadien. Jerry va être content. OK? Ah oui? Moi, j'ai écouté ça hier attentivement. J'ai inclus les blessés, tout ça. On va faire ça rapidement. Moi, qui je garde? Et le reste, là, on envoie ça, là, parce que là, ça va bouger, là. Il y a du monde qui vont bouger, là. Donc, là, le Canadien, là, d'après moi, puis je me trompe, j'espère que je me trompe pas.
OK, on garde Caulfield, on garde Suzuki, Ouf! on garde Dak, vraiment bon. Lui, là, il gagne 3,3 Merci. millions, on le garde. Goulet, Jacky, Slavkowski, Harvey Pinard. Je le veux plus à Laval. Là. C'est le Gallagher 2.0. Barron, Harris, Evans, Montembeault. Ça, c'est tous des joueurs qui ont en bas de 24 ans. As-tu de l'allure? Oui, à date, ça a de l'allure. Ça fait combien de joueurs, ça, à date, en nombre? Attends un petit peu, là. Là, les vieux. Parce qu'il faut entourer un peu les vieux, là. Oui, ça prend un Les peu jeunes. d'expérience. Bon, je garde Savard. 3,5 millions pendant quelques années encore. C'est correct. Anderson, je le garde. 5,5 pendant quelques années. Je le garde, même s'il n'est pas, il est pas tout le temps dans le tapis, mais je le garde. Matheson, tu n'as pas le choix. Tu es allé le chercher 4,8 millions. C'est un peu trop pour lui, mais le gars qui a donné ça, c'est son DG présentement. Fait que pour lui, il doit pas se dire il gagne pas cher. Là. Ça doit être un aubaine pour lui. Là. C'est lui qui l'a fait signer ce montant-là. C'était son agent. Ouais. Monahan, je le garde. Oh! Là, cette année, il est à 6 millions. Mais l'année prochaine, il n'y a plus de contrat. Ça fait que c'est beaucoup moins. Là. C'est 2,5 max. Ouais, puis il est encore blessé, par exemple. Fait que tu peux peut-être l'avoir encore plus à rabais en plus. Ouais. Je le garde. Je le garde. là, Je le garde parce que je vais le faire fitter avec des jeunes. Toujours blessé, ce Chris-là. Puis, Excusez. puis ceux que je crisse d'un vidange, je garde du salaire parce que là, si on le regarde, là, mettons Harris 800 000, Barron 800 000, Harvey Pinard 800 000, Slavkowski 950, Jacky 800. Oh, ben cheap. Evan 1,7. Montembeault, j'avais oublié Montembeault dans le but. Gardien numéro 1, 1 million. Ça qui nous reste de l'argent pour garder du salaire à ceux qu'on calisse dehors. Armia, Gallagher, jusqu'en 2026, 6,5 millions. Point, ça, là. Qui veut Gallagher? Ouais, c'est qui? Toi, Ouais, mais on va le passer. donne-moi. Mais qui On a va le donné passer. ça, hein? C'est-tu chose encore, ça? Oui. C'est Bergevin. Ah, c'est Oui. bon. Puis il l'a dit quand il l'a signé pour service rendu. Oui, ouais, c'est ça. c'est ça. Ah oui, mais là... Moi, je savais pas que ça se faisait, ça, dans le Ligue nationale. Tu vas être payé pour ce que tu as fait avant, mais là, tu ne fais plus rien. Oui, c'est ça. C'est quoi cette affaire-là? Ah oui, t'essaieras d'aller voir ton boss et demander ça, laisse. Oui. Oui. J'ai pas mal Il de y a monde 5 à aller ans, voir, là, moi. ça a marché en Simonac. J'aimerais ça être augmenté un peu. Il y a 3 ans, j'ai vendu 10 millions. Ben oui. Moi, j'haïrais pas ça. Sérieux, j'ai beaucoup de monde à aller voir. Oui, c'est ça. Oui, toi, t'as du monde à aller voir pas mal. Mais qu'est-ce que vous pensez de ma liste? À date, c'est bon. Hier, je regardais la game. Dodu Ouais, mais là, va, moi, Dodu j'ai va bien sortir plus une coupe de d'évidence que ça, patente, là, laisse, par j'imagine. exemple. Là. Ben, juste un instant. Harvey Pinard, lui, il pouvait aller aider le club à Laval. Il était 3. Il y avait le joueur de centre, le Québécois, son nom m'échappe. Belzile? Belzile. Puis l'autre, je ne sais pas, lui, Yonen. il est invisible. Tout le temps, il a un bon shot, mais c'est tout. Eux autres, ils ont été renvoyés à Laval pour cette semaine, vu que c'est le break des étoiles. Mais Harvey Pinard, ils ont donné une semaine de break, ils ne l'ont pas réenvoyé à Laval. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que là, il a gagné ses galons. Là, d'après Ouais, mais moi, là, il y est a là. 5 buts en 7 matchs, laisse. C'est sûr qu'ils ne le renverront pas. Là. Ben, on ne sait jamais qu'eux autres. Hein, Jerry? Ben, dans le temps, il n'y a pas longtemps, oui. Ceux-là, non. Je pense qu'à date, ils sont pas pires. Mais la gang à Bergevin, avec chose, il aurait fait ça, eux autres. Oui, il aurait fait une patente. Oui. Tu sais, laisse hier, Harvey Pinard, il s'est fait promoter. Ça se dit ça? Ouais, hein? oui, c'est chose. C'est le gars de la boxe qui disait ça, le promoteur. Il promotait, lui. Oui, c'est ça. c'est Régis Lévesque. Régis Lévesque. Ouais. Moi de promoter. Je l'ai déjà cherché dans le dictionnaire, je ne l'ai pas trouvé encore. Hey, j'ai rempli, j'ai 10 000 payants. Ouais, c'est ça. J'ai payé. Il y avait 20 000 Mais dans tu la sais, place. C'est le fun des Harvey 10 000 Pinard, qu'on laisse à paye. 5 contre 5, c'est le gars le plus utilisé. Là. Oui. Ouais. Hier. OK, c'était le gars le plus utilisé Parce hier. qu'il n'a pas joué de powerplay. Là. Mais savez-vous quoi? Il gonce sa glace avec ses dents. Il est tout le temps dans le fond. Les buts, là, c'est lui qui est allé... son deuxième but, c'est lui qui est allé mettre de la pression comme deuxième homme dans le coin. Puis aussitôt que c'était fini, il est allé à l'avant du but, puis il a marqué son but. Le gars à l'arrière du banc, là, c'est pas un cave. Là. Lui, il a scoré des goals. Là. Il voit ça aller. Là. Puis sais-tu ce que ça me fait un peu comme
Le Gallagher, dans le temps, c'était ça. Quand il était en forme. Il a joué avec Pat Charity longtemps. Il a joué avec Dano. Puis il valait son pesant d'or. Il a fait la job. Mais là, il est fini. Là. Et lui, c'est le remplaçant. Là. Mais ça dure pas longtemps, hein, ce genre de... Surtout quand t'es pas gros. C'est ça. Lui non plus, pas gros. Ce qui est le fun de Pinard, c'est qu'on l'a drafté. Donc, il n'y arrive pas d'ailleurs. C'est nous qui l'a drafté. Il a joué à Laval. Regarde, pourquoi pas? Christophe, puis attends une minute, Jerry. Lui, là, ce qu'il disait, puis ils ont demandé à Suzuki, parce que hier, ils ont bien joué, il y avait une genre de chimie immédiate, les deux ensemble. Mm-hmm. Mais Harvey Pinard, on l'a drafté la deuxième année qui était éligible. Parce que la première année qui était éligible au draft, il ne s'est pas fait repêcher, puis c'est Vegas qui l'a invité. Puis à ce moment-là, le trade n'était pas fait. Fait que Harvey Pinard et Suzuki ont joué ensemble. Ils ont joué le tournoi au des camp recrues. d'entraînement des Golden Knights à l'époque. Puis là, l'année d'après, le Canadien l'a repêché. Exact. Wow! OK, c'est bon, ça. C'est bon, ça. J'aime ça. Tu sais, ça pourra faire une belle ligne, ça, Suzuki, Caulfield, puis lui, là. Ben oui. Ouais, un genre de fatigant avec deux autres gars du talent. Ouais, parce que Dak, là, je le voyais pas au centre, là. Mais je sais pas ce qui est arrivé depuis 10 games, là. Mais là, il est épouvantable. Là, il joue. C'est Martin Alpha, Martin Alpha qui. Mais là, je le veux plus à l'aile, là. Hey, un joueur de centre de 6 pieds 4 de même. On l'a eu pour qui? On l'a eu pour Romanov. J'ai-tu entendu parler de lui cette année qui nous manquait? Ouais, mais ça, tu le sais pas. Mais ça, t'as peu, là. Tu le sais pas. Ouais, mais. Non, mais t'as peu. Ça, tu le sais pas qu'un gars qui te Il a manque. vidé sa bouteille de vodka, là. Non, mais. T'as peu, Dodu. C'est juste que. Le gars, oui, je comprends ce que tu dis, mais si tu l'as, on ne sait pas. Là. Mettons, il est là. Il n'est pas échangé puis il est là. Ça se peut que le gars, ça devient un gars à 5 millions. Là. Tu te dis, tabarnache, Romanov, il est donc bien rendu fort avec nous autres. Il est donc bien. Le contexte fait que là, il y a des joueurs de hockey, c'est comme n'importe quoi. Là. Ça se remplace. Là. Tu mets du monde dans des chandails, il y en a qui prennent de la place, il y en a qui déçoivent, etc. C'est toujours la même maudite affaire, mais on ne peut pas dire que Romanov nous manque pas. C'est juste parce qu'on ne sait pas ce qu'il nous aurait donné s'il avait été là. La surprise, c'est Jacky. Oui. Pas repêché, pas invité, pas repêché junior. Il gagne 800 000. Il travaille chez Costco. Il joue à son tour régulier, puis il est mine, là, il frappe. Là. Fait que ça vient de le remplacer facilement. Notre meilleur est on blessé. Pas, il savait aussi là, qu'il y avait Caden Goulet. Là, c'est parce qu'il est blessé depuis quelques mois, là, mais c'était notre meilleur avant qu'il se blesse. Oui. Et lui, il a presque pas à Romanov là, assez rapidement pour tout ça. Là. On a trois jeunes de premier plan. Dans mon livre à moi, on a Harris, Barron, puis Goulet. Jacky, ça va faire un 5-6e. Il peut se battre un peu, mais il est bon. Il est très bon. C'est une assez grosse défensive pour les 5, 6, 7, 10 prochaines années si on est capable de les garder avec le cap salarial. Toujours est-il que... Parce que là, on a dit qu'on avait des joueurs à pas cher, là, mais là, on a Suzuki à 7,8 pendant un bout. Et là, Caulfield, c'est 8, là. 8,5. Là. Ouais, ça se peut que ce soit 9 aussi. Bon, c'est ça. Ça fait que plusieurs années aussi. Ça fait que là... Ouais, mais on va récupérer du cash. Hein. Gallagher, on le récupère en 2026, Jeff. Je sais. Ouais, mais là, t'as oublié tout ton autre bois mort aussi. C'est ça l'affaire. Dadonov, bye-bye, ça s'en va, ça. Ils n'ont plus de contrat. Hoffman, dans 2 ans, maximum, ça fly. Un autre, là, je voulais te parler, là. Je voulais vous parler, les gars. Dvorak, là, on fait quoi avec ça? C'est 0. Parce qu'il y a encore 26 ans, mais avec Dak qui va être le 2e centre, c'est bye-bye. S'il y a quelqu'un qui veut te donner un genre de choix pas pire, là, bye-bye. C'est une pâle copie de Dano. C'est ma vision des choses. Ouais. On est pogné avec, là, pour une autre année, mais après ça, c'est fini. Drouin, ça finit cette année aussi. C'est ça, lui avec. Là. Bye-bye. Oui. Donc, c'est un rajeunissement total. Là. Ouais. C'est le Juvéderme à grandeur. Là. Oui, c'est ça. Hoffman, là, savez-vous ce qu'il essaye de faire? Hier, je suis obligé de dire qu'il a très bien joué hier en powerplay. C'était lui, la pierre angulaire du powerplay. C'est lui qui donne le puck. Probablement que le DG a pris les clips du powerplay hier puis les a envoyés à tous les DG. OK. Ben oui. Pour... Ah non, mais... C'est un bon pour la fin de saison, là, puis il ne gagne pas une fortune. Il faut qu'il continue à le mettre sur le powerplay, même s'il n'est pas vaillant, parce que là, il augmente sa valeur, fait qu'ils vont être capables... Parce qu'il y a un DG quelque part qui va lever la main et dire hey, « moi, j'ai besoin d'un scoreur. On va le ramasser. » Une équipe qui est proche de faire les playoffs ou qui est dans les playoffs,
le power play en playoff est très important. Lui, pour avoir son pesant d'or, on s'en débarrasserait. Ça serait-tu malade? On ne sait pas. On ne sait pas qui pourrait aller là. Je regarde les standings d'un peu, voir qui c'est qui commence. Bon, les playoffs, Pittsburgh est sa limite, Washington est sa limite, Buffalo est pas loin, New York Islanders, les Panthers sont à 2 points. Quoique les autres ont 3 matchs de plus de joueurs que Pittsburgh. Bon, je pense qu'elle est rendue à Ottawa, 51 points, je rêve dessus, là, mais là, ça commence à être 5-6 points, ça commence à être tough un peu. Ottawa, ils ont même 8 Floride, points. Jeff, j'ai de la misère à... Ottawa, ils ont 8 points de faire les playoffs. C'est tough. Ouais, 8 points là, c'est tough. Mais tu sais, mais voyez-le d'une façon en disant ils ont 51 points, puis mettons faire les playoffs, ça t'en prend 95 à 97. Fait que faites le calcul sur les 32 qui restent, combien il faut qu'ils en gagnent, puis ça n'arrivera pas. Là. Non. Moi, je pense que les seules équipes qui sont vraiment dans la course, c'est probablement Floride, Islanders, même Floride, je ne le sais pas, mais Islanders, Buffalo. Islanders, Floride, c'est un point de différence. Même nombre de matchs. Oui, c'est ça. Ben, ils ont 52 de jouer les deux. Fait que c'est pour ça que je dis, je suis pas trop sûr. Buffalo sont à 49. Oui, c'est ça. C'est le nombre de matchs des Islanders et des Panthers qui... Buffalo est en bonne posture. Sérieux, Buffalo est en bonne posture. C'est drôle, hein? Exact. Washington à 53 games à 60 points. Je comprends là, que tu regardes ça vite, mais ça va leur prendre une bonne stretch pareil. Il ne faudra pas qu'ils tombent dans un down. Ouais, mais Washington, je ne serais pas surpris qu'ils remontent pas mal parce qu'oubliez pas, les gars, Nicholas Backstrom a manqué tout le début de la saison. Il vient de revenir, je pense qu'il a 10 games de jouer. Puis même chose pour l'autre gros ailier droit, là, Tom Wilson. Ouais. Lui ici a manqué toute la saison, tout le début de l'année. Puis ils n'ont pas John Carlson non plus. Fait qu'ils ont quand même des gros morceaux. Là, Backstrom est revenu. Oshie joue aussi. Puis Tom Wilson est aussi revenu. Fait que si, je ne sais pas, la blessure de Carlson, c'est combien de temps que ça va prendre. Mais avec tous ces gars-là qui sont venus dans le line-up, Washington sont encore à surveiller. Là. C'est juste parce qu'ils ont un mauvais donc début la bubble, de saison c'est à cause Pittsburgh. de tous ces blessés-là. La bubble Le bubble, c'est qui? Pittsburgh. C'est peut-être eux autres qui sont plus... Pittsburgh. Ouais, je pense que oui. Pittsburgh, je pense que oui, parce que c'est pas facile. Mais les gars ont une bonne saison. Là. Tu regardes les stats de Crosby, de Malkin, les gars ont toutes des bonnes saisons. Ils sont surprenants, pareil, pour une gang de vieux. Là. C'est clair. Dennis de Beautiful ne sera pas content, là, mais ma grosse déception, là, c'est les Sénateurs. Ils ont-tu une belle équipe? Ils ont toutes, pas de goaler, pas de défense, mais ils ont tout à l'avant là, pour faire un estifi de bout. Là. Ouais. Je comprends pas pourquoi ils ne gagnent pas plus que ça. Je les regarde pas souvent. Là. Je les ai regardés les 2 derniers contre le Canadien, mais c'est à l'attaque, il n'y a pas grande équipe qui sont ferrées comme ça. Là. Puis en plus de ça, Giroux, joueur de la semaine. Giroux, il joue du gros hockey. Je comprends pas. En tout cas, c'est un mystère. Ouais, sauf que si tu as une grosse offensive, comme tu le dis, tu peux pas être moins 8, là. Ça veut dire que tu as un problème quelque part. Là. Tu le dis, là, c'est dans le net puis en arrière. Là. Puis le coach n'est pas fort. Donc là, mais ils sont pognés dans leur histoire de vente d'équipe. Là. Ils sont pognés là-dedans. C'est sûr qu'ils sont pognés là-dedans. Oh, ils sont pognés là-dedans. Là, il n'y a personne. Hey, t'as peu, là. Je comprends qu'on parle de hockey, là, mais il y a des potins aussi à travers. Là. Carey Price déménage, puis il quitte le Québec. Là. Ça devrait vous toucher un peu, ça. Ouais. Carey. Il va faire quoi pour le panier de service? Ouais. Il va-tu avoir son argent pareil s'il n'est pas en ville? Oui, il va avoir son argent pareil, mais il ne nous donnera pas une scène d'impôt. Là. Donc, on va perdre pas mal. Là. Donc, il y a beaucoup d'argent qui va sortir de la province pour s'en aller à Kelowna, mais on n'aura pas une scène de ça, nous autres, là. Il n'y a rien pour l'hôpital. Il n'y a rien pour l'hôpital. Vraiment. Mais en tout cas, regarde, je disais ça de même. Mais je n'avais pas pensé à ça. Le point que je voulais vous parler, qui n'est pas de hockey, c'est quand même Tom Brady, là, qui renonce pour la 2e fois à sa retraite aujourd'hui. Puis, je ne sais pas si des amateurs de football ici. Je sais que Dodu était un fan de Brady et des Bucks. L'Est est allé voir Brady et les Bucks avec Dodu dans le temps au mois de décembre. Et je me suis acheté un gilet. Et tu t'es acheté un gilet en plus? Ouais. Oui. Parce qu'ils ont gelé. Il faisait tellement frais. T'as fait 2 semaines ton chandail, 3 semaines, 1 mois, pas plus. Donc, il vaut plus rien. Il a pris de la valeur un matin. Il a pris de la valeur? Oui. OK. Mais un matin, d'après moi, je mets ça sur un site puis j'ai plus d'argent. Là. Ils en feront plus. Là. Mais le croyez-vous? La question, c'est est-ce qu'on le croit? Oui. Ouais, c'est assez. Là. Je pense que oui.
Puis là, ben, je me souviens. Je sais pas que c'est combien l'argent, là, mais là, il va être analyste. Je suis sûr qu'il va être Je pense que c'est 350 millions. Ça n'a pas de bon sens. C'est ça de Dieu, 350 millions par semaine. Je pense que c'est plus que Tony Romo, puis Tony Romo est à 35 par année, je pense. Mais j'ai entendu dire 2 millions par semaine, s'il fait les matchs, 2 millions par semaine à regarder les joueurs, regarder les... Ça n'a pas de sens, ça. 10 ans, 375. C'est 375. Excusez-moi, je me suis trompé de 25. 37,5 par année. Ouais, mais au pire, Jeff, c'est pas grave. L'écart de 2,75, il nous le donnera, nous autres. Ben oui, on va s'organiser. On n'ira grave. pas mettre ça dans une plateforme de crypto-monnaie bizarre. Avec un gars frisé, avec une blonde avec des grands dents. Investissement Québec. Mais je sais pas, moi, quand j'ai vu ça ce matin, j'ai fait ouais. Je sais pas, il y a un petit côté de moi qui le trosse pas bien. Je trouve qu'il est mêlé. Regarde. Je pense que c'est un gars en dépression. Mais regarde, va sur... La vie, c'est Instagram. Oui. Okay, ça commence par là. C'est la base de la vie, c'est Instagram. Ben oui. T'as pas d'eau, t'as pas de bouffe, c'est pas grave. T'as-tu Instagram? Oui, ça, c'est la vie. Donc, tu vas sur Véronica Radjek. Arrête, là. Mais c'est pas vrai qu'il est avec, là. Moi, je te dis qu'en ce moment, il prend sa retraite parce que c'est sérieux avec Véronica, puis il va avoir beaucoup de temps avec elle. Quand ils vont se lâcher, il va revenir au football. Ouais, mais attends un peu. Si tu confirmé cette affaire-là, là, ou c'est des rumeurs, là, as-tu réussi à l'avoir? Parce qu'elle était à la chasse, pas à peu près, là. Ben, t'as chasse certain. Ouais, mais on n'a pas de photo d'elle et de lui et elle. On n'a rien, là. Non, mais... on sait que Gisèle se fait piner par son coach de yoga. Oui, hein. Mais on sait pas pour Tom. Tom a l'air tranquille pas mal. Moi, je pense qu'il est en dépression, le bonhomme. Ben, ouais. Mais moi, je pense... C'est un peu louche, Jeff. En tout cas, je regarde... c'est à la plage, les cheveux au vent, en train de dire un petit... je vais faire une vidéo pour annoncer ma retraite. Je regarde Véronica, là. C'est un peu bizarre. Tu peux pas être en dépression avec ça, là. Ouais, mais je pense qu'il est assez mêlé pour pas s'en occuper. Moi, je pense que... Non, je pense que le gars est mêlé pas à peu près. Même Gisèle, elle passe deuxième, là. Comment elle s'appelle, là? C'est Véronica... Radjek, celle qui a 3,7 millions de followers, là? Exactement. Wow. On va te dire une affaire, là. Elle a un MBA aussi, quand même, là. Oui. Ça s'achète-tu, ça? Ouais. Non, la dernière, avec son costume de bain rouge, j'étais un peu malade, là. Ben, mettons, moi, je suis avec ça, là. Je suis en dépression, ça peut me remonter le moral, là? Ben... tu vas faire 375. Moi, je pense que Tom a besoin de temps. Dans le sens que là, le football, là, c'est tannant. Là, lui, il va mettre de l'effort avec Véronica. Et si ça aboutit pas comme il veut, il va revenir au football. Je pense que je l'ai vu la fois qu'on est allé. Ça peut-tu? C'est-tu elle qui était assise à ta droite? Mais elle était là toutes les games. Là, parce que une fois qu'il est tombé célibataire, moi, je pense qu'elle était là toutes les games. La game que je suis allé pour de vrai, la semaine d'avant, avant qu'on y aille ensemble, j'étais allé avec mon père, ou 2 semaines avant. Tu l'as vu? Il était là pour vrai, la photo. Ben, je ne l'ai pas vue, mais j'ai vu la photo qu'elle avait mise. Elle est au match du 6 décembre, elle était là. Il y a une photo d'elle le 6 décembre. C'est là qu'elle a fait son genre de commitment, là, avec son gilet de Tom Brady, puis elle a dit que moi, les haters, là, je sais pas c'est quoi votre problème, mais moi, je l'aime, Tom Brady, puis tout le monde l'aime parce que c'est The GOAT, puis merci pour un show, parce que c'était la game, Jeff, tu te rappelles, qu'il se passait rien contre les Saints, puis ils ont fait 2 touchdowns dans genre 6 minutes. Ouais. D'après moi, Tom l'a aperçu dans la foule, puis il y a eu un genre de petit... c'est ça. Il y a eu une genre de petite pulsion. 5 pieds 11, 125 livres. Ouais. C'est pas gros, ça, là. La toupie québécoise, c'est pas blessé, là. Donc, Tom est pas mal pris, c'est ça que vous me dites, là. Vous n'êtes pas inquiète. Moi, c'est pas vraiment inquiète. Direct des 2 par 4, laisse. Non, mais Tom, là, sérieusement, là, il y a tout, là, le compte de banque, puis tout, puis... Si, mettons, il veut la toupie québécoise, on peut y montrer à Tom, là? Moi, je pense que Tom est dû pour un meeting avec Carey Price. Hein? Tu penses que des gars... En tout cas, il y en a un qui l'a invité matin, c'est JJ Quatronso, là. JJ Watt. JJ Watt a dit, qui est le fan numéro 1 de Cole Caulfield, il faut le dire quand même. JJ a dit, bon, ben, garde the GOAT, c'est le meilleur, il n'y a pas de discussion à avoir, c'est le best. By the way, on est au golf, puis c'est moi qui paye les drinks. Donc, les gars vont faire une belle affaire. Les groupes de retraités, ça commence à telle heure. Amène ton portefeuille, Tom, dit t'es le dernier rentré, c'est toi qui paye. OK, mais là, soyons sérieux. OK, laissons la patente des filles puis Gisèle tranquille. Là. Non, mais Jeff, c'était le premier d'Instagram. C'est sérieux ton affaire? Oui, je sais, mais ma vraie question, c'est
Puis vous savez, vous êtes des joueurs de hockey, vous avez été, puis vous jouez encore, puis le vestiaire, c'est important pour vous autres. Il n'y a pas de ligue de bonhomme de football, là. OK? Des ligues de bonhomme de hockey comme dans lesquelles vous autres jouez, il y en a, là. Ça existe. Donc, c'est pas la même chose. C'est pas le même locker room. C'est pas la même fraternité entre les boys. Mais il y a quand même quelque chose qui vous reste d'une carrière de hockey quelconque. Vous pourrez continuer à jouer. On parlait de Brash la semaine passée. Brash, il joue encore avec une gang de chums, puis c'est pas le locker room des Flyers, c'est pas celui des Canucks, mais c'en est un pareil. Au football, tu peux pas en avoir. Ça n'existe pas, ça, là. Donc, tu passes de... On est 60 dans la place. Je ne sais pas si vous avez vu des fois des films dans les locker rooms de la NFL, mais prenez la journée ou deux avant qu'ils partent pour jouer contre Kansas City, vous voyez les gars des Jacksonville Jaguars en train de jouer au ping-pong. C'est Lawrence qui gère la patente. Il y en a un qui est super bon. Les gars ont du fun. Tu vois qu'il y a un happening. Vous savez de quoi je parle. Moi, j'ai l'impression que Tom Brady, ce qui manquait les 2-3 semaines qu'il a pris sa première retraite, c'était ça. Il n'était pas prêt encore à quitter, même si c'est tough. Il faut que tu t'entraînes, il faut que tu manges comme du monde, il faut que tu apprennes tous les mots du jeu, il faut que tu les pratiques à 40 degrés dans un stade un peu bizarre pour pratiquer. C'est sûr que c'est tough, mais moi, je pense que le gars, il a de la misère à avoir une vie normale. Tu sais, quand tu es rendu à 46 ans, puis tu ne sais pas trop encore si tu voulais jouer, je suis un peu comme Jerry là-dessus. J'ai l'impression que ça va y manquer et qu'on va encore avoir une annonce juste avant le début d'un camp d'entraînement. Je ne sais pas quelle équipe. Peut-être Vegas, que finalement, il a repensé à son affaire puis je vais faire encore 2 saisons. Moi, je suis sûr qu'il y a une patente demain. Ça ne veut pas dire qu'il est bon encore. Ça ne veut pas dire qu'il est encore capable. Mais je pense qu'il n'est pas capable de décrocher de ça. Ben Jeff, tu sais, quand tu parles à des joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale, le plus tough, c'est pas de jouer. C'est ça. Puis parce que les gars, au football, je n'ai jamais joué, mais ça doit être pareil, les gars sont organisés du matin au soir. Oui. Puis quand ils sont sur la route, ils sont organisés tout le temps. Exact. Donc, quand tu finis, tu es désorganisé. Lui, probablement qu'il a peur de ça. Puis il doit avoir jasé avec du monde qui ont pris leur retraite. Mais j'ose croire qu'il le ferait 2 fois. Je pense pas. Il peut pas faire ça 2 fois. Moi, je pense qu'il va revenir avec Gisèle. Hein? Tu penses qu'il va Moi, je pense que ça va revenir ensemble, ça. Gisèle est allée avec le prof de yoga. Là, lui, Tom, avec pas tant de choses. Parce qu'il a partagé une photo là, de Gisèle avec ses enfants puis tout ça qui sont en train de... Tu sais, pour refléter sur sa carrière, blabla. Je pense qu'il va revenir avec Gisèle. Ah, ben regarde, c'est ça, c'est une patente que j'ai pas... Vois-tu, dans mon histoire, je ne savais pas. C'est bon de se parler. Hey, thank you, les boys. Merci pour le vestiaire. Ben non, wow. J'ai pas fini, moi, là. J'ai une job, Mr. White, pour le vestiaire, parce qu'il faut que je fasse la commandite. Hey, d'ailleurs, Jeff, juste savoir, la commandite que tu as dit tantôt, oui. C'est pas à cause de l'Est qu'on a eu ça certain. Ça veut dire que toi, puis moi, puis Jerry, on doit faire une bonne job, pareil, vu qu'on a réussi à avoir une commandite pour le vestiaire, c'est pas pire. Ah, ça a l'air que le gars, il aime bien l'Est. Oui. Ah, si, monac. Puis j'ai un scoop pour toi. Tu vas l'entendre dans le prochain... Ouais, mais là, tu peux pas faire le spot avec le nez que tu as là aujourd'hui, là. Ben oui. Ben non. Ben non. Tu vas voir quand tu reviennes la semaine prochaine. Tu peux pas. Ben non, je peux pas. La semaine prochaine, ça part. Là. Non, je prends ça au sérieux. Là. On va s'organiser. OK. Donc, le vestiaire vous a été présenté par UH Clothing. C'est pour vos uniformes de hockey, de deck, de baseball. 100% personnalisé ainsi que pour vos vêtements corpaux. Sur Facebook ou en ligne, c'est uhclothing.com. Merci les boys pour le vestiaire. Merci à Dodu. Merci à Les. Merci à Jerry. Et Mr. White pour le live d'aujourd'hui. On a plus de stock encore. Allez sur radiopirate.com pour vous abonner pour le Radio Pirate Prime. Demain, on part le week-end avec Jerry l'aubergiste. Et Jeff? 100% Pirate. Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com.